T'as 50% des Français qui ont eu un projet de rénovation qui sont pas contents. C'est aussi des seuls secteurs où les personnes sont capables de mettre 80 000 € sur la table et les donner à un inconnu avec qui ils ont jamais travaillé. C'est pas dans beaucoup de secteurs que t'es ok pour donner genre toute ta thune à une personne comme ça qui peut te la mettre à l'envers au bout de 3 mois. Les avis peuvent s'acheter. Un artisan aussi qui a des bons avis entre ce qui a marqué sur Google et le fait d'avoir exécuté un travail du début jusqu'à la fin, c'est un peu de galère. J'ai remarqué un truc, c'est que malheureusement dans les boîtes, t'as toujours les meilleurs CDI qui en fait travaillent pour les plus mauvais et les gens qui font le moins de taf parce qu'ils ont leur salaire, ils ont plus besoin de produire plus et les mecs qui sont au-dessus, ils servent. Il y a plein de gens, je pense, qui ont qu'une seule envie, c'est que la boîte elle foire, c'est sûr à 100%. C'est horrible à dire, mais c'est normal. C'est humain après. Mais malheureusement, quand t'es dans une entreprise et que tu te retrouves à avoir une grosse partie où c'est des gens qui ont plus envie, prennent juste le salaire à la fin du mois, c'est très très dur en France de pouvoir même s'en séparer et avancer là-dessus. Et les freelances, désolé, mais c'est la productivité. Si elle veut travailler, elle veut prendre des projets, elle les prend. Pas de réussite sans plan de jeu. Bienvenue sur Le Game Plan. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un ami, Gilles Grapsy. Gilles, comment ça va ? Salut Mathéo, ça va et toi ? Bah ouais, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, c'est un épisode où on va se concentrer sur les travaux. Les travaux, c'est vraiment le nerf de la guerre lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, mais même lorsqu'on fait de l'immobilier en règle générale, parce que c'est là-dessus qu'on crée le plus de valeur. Donc comme ça, on est tous d'accord qu'il faut faire des travaux. Sauf qu'en effet, quand on rentre un peu plus dans le sujet, c'est vrai que par expérience, moi-même à titre en tant qu'investisseur, j'ai toujours eu des problèmes sur mes travaux. Et donc aujourd'hui, on va vraiment aborder comment réussir un projet pour éviter le moins possible d'avoir des problèmes dans les travaux. Gilles, est-ce que tu peux déjà te présenter très rapidement pour les gens qui te connaissent pas, s'il te plaît ? Ce sera très court. Alors, je suis Gilles Grapsy, je suis investisseur immobilier. J'ai acheté plusieurs appartements où je fais du Airbnb et de la longue durée. Et à côté, j'ai cofondé HomeNext. C'est une plateforme pour les particuliers et les professionnels où on accompagne ces personnes-là dans leurs projets de rénovation de A à Z, de la conception à la livraison, grâce à notre réseau d'architectes et d'artisans de confiance. Purée, on sent que t'es chaud là. Là, tu connais par cœur. J'ai bossé le pitch à force d'appeler les gens et de les prospecter et tout et de me prendre des murs non-stop. On va parler de tout ça parce que c'est hyper intéressant. Je vais te poser une question très large et après je te redirigerai vers où on peut aller. Aujourd'hui, comment on fait en 2026 pour ne pas avoir de galère dans les travaux et que ça se passe bien ? Franchement, c'est super compliqué. On est passé tous les deux par des grosses galères dans les travaux. En vrai, tu as 50% des Français qui ont eu un projet de rénovation qui sont pas contents et pas satisfaits. 50%, c'est énorme. Donc, tu as une personne sur deux pour te dire que j'ai choisi le secteur le plus galère au monde. Tu parles à un dîner de famille de travaux, les gens vont tous te sortir une anecdote. L'oncle qui a eu une galère. Qui a eu un problème, etc. Et donc, aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur de trouver des personnes de confiance. Donc, il faut s'adresser à des gens qui ont un réseau, qui connaissent soit les architectes de confiance ou artisans et qui vont pas se faire juste avoir ou entuber parce que c'est aussi des seuls secteurs où les personnes sont capables de mettre 80 000 € sur la table et les donner à un inconnu avec qui ils ont jamais travaillé, qui connaissent ni Ève ni Adam et c'est énorme, tu vois. 80 000 € projet de vie, c'est pas dans beaucoup de secteurs que t'es ok pour donner genre toute ta thune à une personne comme ça qui peut te la mettre à l'envers au bout de 3 mois. Donc voilà, donc bien se faire entourer, c'est le plus important et pour ça, il faut réussir à avoir quand même un peu de technique et savoir ce qui s'est passé. Et c'est vrai que tu disais trouver des personnes de confiance. Mais aujourd'hui, on est dans une période où on a accès à beaucoup d'informations. Mais c'est vrai que tu marques, par exemple, artisan, tu as des propositions de partout. Mais hormis peut-être les avis Google ou quelques recommandations, c'est compliqué de trouver un bon artisan ou un bon architecte. Toi, comment déjà tu fais pour recruter des bonnes équipes pour justement avoir des personnes de confiance ? Et encore une fois, des personnes de confiance, ça t'évite certains problèmes. Comment tu fais, toi, en termes de process ? Franchement, c'est bouche à oreille. Toujours bouche à oreille. J'essaye de faire vraiment attention à ça parce que la réputation, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, je vais souvent aller chercher des architectes avec qui j'ai déjà travaillé, qui vont aller me conseiller auprès d'artisans avec qui elles ont déjà travaillé aussi. Des artisans que je peux avoir d'amis, de la famille ou que j'ai pu tester sur des projets. Au fur et à mesure, c'est un petit monde. Okay. Donc, on commence rapidement à avoir des noms par-ci, par-là d'entreprises. Et après, surtout, je les teste. Moi, en fait, ce que j'offre aux clients en général, c'est le temps qu'ils vont passer à tester les gens et à essayer de faire des erreurs, alors que moi, ça, je l'ai déjà vécu. C'est-à-dire que j'ai déjà donné des petits projets, des moyens, puis des gros à ces personnes-là. Et quand ils arrivent devant le client, ils sont déjà expérimentés et je sais très bien que derrière, ils ont rempli tout le cahier des charges pour que ça se passe bien. Mais en effet, aujourd'hui, il y a trop d'informations. On a accès à beaucoup d'informations. L'IA en plus, donc les gens recherchent aussi les artisans comme ça. Donc, il faut pouvoir être présent sur les réseaux. Et les avis peuvent s'acheter. Donc, un artisan aussi qui a des bons avis, il peut en avoir acheté une grosse partie. Et derrière, entre ce qui a marqué sur Google et le fait d'avoir exécuté un travail du début jusqu'à la fin, ça peut être galère. Et aujourd'hui, tu conseilles par exemple à quelqu'un d'aller plus chercher un architecte qui après va amener ses équipes, ses artisans, etc. ou
de passer directement avec un artisan? Parce qu'il y a plein de personnes qui se disent, oui, j'ai pas besoin d'un architecte, je vais gérer moi-même le projet, j'ai un artisan, il était très à l'aise pendant le rendez-vous, il m'a dit, oh, pas besoin. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui pensent ne pas avoir besoin d'architecte pour leur projet de rénovation? Alors, je vais pas pitcher Homenext parce que le but, c'est pas de vendre Homenext, mais c'est plus de donner de la valeur, aux gens. Alors, en général, tu as 2 types de projets où tu peux avoir besoin d'un architecte ou non. Il va falloir savoir si dans son projet, tu as besoin de faire des gros travaux de rénovation avec beaucoup d'agencements et aussi du budget que tu vas avoir. Parce que l'architecte, c'est un certain coût. En général, c'est entre 10 à 20% du devis travaux. Donc, c'est pas sans conséquence. Il faut pouvoir avoir aussi les moyens de pouvoir le prendre. Et sur un tout petit projet à 15-20 000 euros de travaux où tu dois pas forcément déplacer de cloison, tu veux juste refaire un peu ta cuisine et ouvrir un petit peu ou juste refaire ta salle de bain, tu n'auras pas forcément besoin d'architecte. Et donc là, il faudra trouver vers des artisans. Et ce que je conseille, c'est toujours tester 3 artisans. Nous, c'est ce qu'on fait. On a toujours à la fin 3 devis travaux qu'on présente aux clients. Parce qu'en fait, on aura toujours un qui pourra être peut-être plus cher, un autre qui sera pas cher, mais tu seras pas lequel des deux au prix marché. Et donc, souvent, c'est le 3e qui va venir trancher entre les deux. Soit il se met au même prix que le premier, donc tu te dis ok, là j'en ai 2 chers, un pas cher, pourquoi l'autre est pas cher? J'en ai 2 qui sont au-dessus, un qui est en dessous, il y a peut-être un problème avec celui qui est en dessous, et donc on va aller chercher pourquoi la personne est vraiment moins chère que les 2 autres. Il y a peut-être une galère ou quelque chose en moins sur le devis. Et en l'occurrence, moi je demande de tester toujours et faire venir les artisans parce que c'est comme ça qu'on peut réussir à avoir les bonnes informations et le savoir. Et malheureusement, ça on le voit aussi avec l'IA, les clients sont de plus en plus exigeants. Je sais pas si tu le vois avec l'immobilier dans la chasse ou même pour les agents IMO, c'est le son de cloche qu'on a. Les gens sont devenus ultra exigeants. Maintenant, ils vont pas acheter comme ça au premier coup d'œil. Ils vont demander beaucoup d'informations. C'est aussi parce qu'ils se renseignent avec l'IA. L'IA leur donne pas mal d'infos et il leur dit aussi où chercher. Et donc, je pense, dans les années à venir, il va falloir être de plus en plus performant, de plus en plus pro. Et ça va enlever une partie du marché qui est fait de personnes qui sont pas forcément compétentes. Parce qu'en fait, les gens sauront analyser un devis qui, à l'époque, était impossible pour un moldu ou une personne qui ne s'y connaissait pas. Et là, en 2 secondes, ils vont rentrer le devis dans une IA. Ça va leur dire, écoutez, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est trop cher, ça il y a un problème, il n'y a pas ce poste-là, il n'y a rien. Et là, une personne qui va essayer de les entuber va se retrouver au pied du mur. Et c'est à ce moment-là où par contre, faudra être vraiment carré dans tous les devis qu'on propose parce qu'on sait qu'il y aura l'IA qui passera derrière. Et encore une fois, là tu parles de l'IA, mais c'est vrai que si l'IA suffisait pour chasser, pour faire des travaux, je pense qu'en effet, personne passerait par des entreprises comme Homenext, etc. Pourquoi, selon toi, ils passent quand même aujourd'hui par des entreprises comme Homenext, comme d'autres sociétés comme ça, alors qu'il y a l'IA? Parce que c'est vrai que l'IA, au final, c'est que des lignes sur un ordinateur, mais les travaux, tu sais ce que c'est, t'as les mains dans le cambouis, c'est de la relation humaine, et l'IA, c'est pas forcément de la relation humaine. Et dans le monde de l'IA, tout est tout beau, tout est tout propre. Tu peux parler un peu de ça, si ça te dérange pas? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que tout le monde va se faire remplacer, qu'il y aura plus de métiers. Enfin, tu voyais, j'avais eu un cercle où tu voyais la liste des métiers qui vont disparaître au fur et à mesure du temps. Je pense que ce sera pas forcément le cas. Parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de métiers qui sont sur le terrain. Et donc, il y a des compétences qui vont être très dures à appliquer. Ou aujourd'hui, en tout cas, il y aura pas de robot tout de suite pour pouvoir réussir à te faire une visite d'un appart ou de te casser un mur et avoir des maçons. Par contre, en effet, il y a des métiers qui vont évoluer et on a beaucoup de clients qui arrivent en se disant les plans, est-ce que je les donnerai pas à une IA pour qu'ils puissent me faire mes 3D, tout me dessiner derrière, est-ce que les devis, encore une fois, je vais pas les analyser par une IA et pouvoir prendre tout ce qu'elle me dit pour acquis. Le problème, c'est que déjà l'information, elle est donnée, mais parfois c'est pas forcément les bonnes informations. Il n'y a pas le bon cahier des charges, et si le cahier des charges n'est pas bon. Exactement. C'est de te dire que ça c'est cher ou c'est pas cher, ok, par rapport à quoi, il va te donner juste un prix un peu marché, mais parfois il y a des explications en plus, donc ça faut savoir les déceler. Et surtout, il faut que les architectes et les personnes apprennent à l'utiliser et ne soient pas en mode artiste qui vont se dire en mode non, c'est de la merde, il faut surtout pas parce que ça va détruire mon. C'est comme Internet. Tous ceux qui arrivaient disant les sites Internet, jamais j'aurai un site, Internet c'est de la merde quand ça venait d'arriver, etc. Aujourd'hui, ces personnes-là, je pense qu'elles sont en PLS et leur boîte elle a craché, tu vois. Et donc là, c'est à peu près la même chose où il faut que les archistes disent ok, l'IA c'est présent, peut-être que mon métier aura un peu moins de valeur sur certains aspects, c'est-à-dire des 3D par exemple,
qui peuvent se faire maintenant en un claquement de doigts. Peut-être que j'aurais besoin juste de prendre les cotes une fois et derrière les plans, je les fais une première fois et derrière les clients peuvent s'amuser et faire plusieurs 3D. Mais ça permet aussi du coup d'avoir plus de projets, donc de leur dire ok, l'IA, je peux faire plus de choses et derrière je les utilise pour les projets. Et pour en revenir à ta question d'IA et de fait de passer par les travaux, est-ce qu'ils vont être remplacés par l'IA ou quoi que ce soit, je pense que tu auras toujours besoin de responsabilité parce qu'aujourd'hui, quand tu casses un mur et que tu fais de la merde sur un projet, je pense pas que ça va être l'entreprise qui a l'IA qui va être responsable de ça. Clairement. Et donc, malheureusement, comme les voitures autonomes, il y a un accident qui arrive, qui renverse une famille avec un enfant qui est responsable. Ça met beaucoup de temps à arriver en France et je pense que ça prendra du temps avant d'arriver aussi là-dessus. Donc, voilà. Donc, il y a des métiers pour moi qui ne seront pas remplacés. Et tu vois, pour moi, la chasse, tout ce qui est lié à l'IMO, ça va changer, mais ce ne sera pas remplacé. Il faut travailler avec. En parlant de responsabilité, c'est un point qui est hyper important parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on casse des murs. Et quand on casse des murs, on peut aussi avoir des mauvaises surprises. Comment on fait aujourd'hui pour être sûr que la personne est bien assurée? Comment on fait? Quel type d'assurance il faut vérifier, que ça soit pour l'architecte et l'artisan? Est-ce que l'architecte doit aussi avoir une décennale? Qu'est-ce que c'est la décennale? Est-ce que tu peux redonner les grandes lignes pour ce qui est de la sécurité? Parce qu'au final, c'est quand même, comme tu l'as dit, 80 000 € par exemple que tu mets. Tu as besoin d'un minimum de sécurité. Tu peux en parler dans les grandes lignes? Ouais, ça d'ailleurs, c'est aussi un point qui est en général pas assez soulevé des particuliers, des investisseurs. C'est des choses qui sont pas très regardées. Mais en effet, il y a une grosse notion de responsabilité. Comme tu l'as dit, quand on met de l'argent, 50 000, 60 000, 70 000, il faut derrière que les personnes puissent être tenues responsables en cas de problème. Parce que dans les travaux, il n'y a que des problèmes. Et donc, en effet, on demande, tu viens d'en parler, des assurances. En général, celle qui est demandée le plus souvent et qui est l'assurance classique, c'est l'assurance décennale. C'est celle qui va pouvoir couvrir l'entreprise générale, qui va exécuter les travaux, ou l'architecte qui va dessiner et faire toute la partie conception en cas de problème. Ça, c'est ultra important de les demander parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où il y a un litige, il y a un souci qui arrive dessus, c'est les assurances qui vont rentrer en compte. Si jamais la partie d'en face n'a pas d'assurance, tu peux te retrouver tout de suite mais à tomber dans l'eau, tu peux rien gérer, tu vas ramer, ça va durer des plombes. Et ça, tu peux la demander et l'artisan, l'entreprise générale ou l'architecte est dans l'obligation de te la fournir. Aujourd'hui, il y a une grosse partie des architectes d'intérieur. Je parle d'architecte, mais c'est architecte d'intérieur en général. Oui, on va pas rentrer au global. T'en as plein qui en ont pas. Okay. Je t'avoue que moi, c'est quelque chose que j'ai... au tout début, j'en avais pas mal avec qui je travaillais qui en avaient pas. Tu disais, c'est l'artisan qui l'a. Voilà. C'est l'artisan qui s'en occupe, moi j'en ai pas besoin, etc. Je t'avoue que le jour où j'ai eu mon premier problème, où on a démoli un mur il était pas semi-porteur, mais il y avait un sujet, etc. On a eu une cliente qui était super exigeante et qui faisait du droit et elle a commencé à faire une mise en demeure pour l'archi, à demander l'assurance décennale. Heureusement, l'archi était en train de la demander à ce moment-là et du coup, elle l'a obtenue. Le timing parfois, mais au final... C'est grâce à ça, au final, que maintenant, elle sait que, heureusement, qu'il y a une assurance. Et il faut en fait du vécu, et c'est pour ça que c'est important aussi de passer par les gens qui ont vécu des choses. C'est que comme ça qu'on apprend, et en l'occurrence, heureusement qu'elle l'avait à ce moment-là. Et maintenant, c'est rédhibitoire. Une archi qui en a pas, une archi d'intérieur qui n'a pas l'assurance décennale, je peux pas travailler avec elle, parce que sur les petits projets, il peut aussi y avoir des grosses merdes, et en l'occurrence, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, assurance décennale, toujours la demander à chaque fois. Regardez aussi les années d'ancienneté. Moi, toutes les entreprises avec lesquelles Omnex travaille, elles ont minimum 3 ans, parce que tu as beaucoup d'entreprises dans le milieu du bâtiment qui vont créer une boîte, qui vont pas payer la TVA pendant 2 ans. Ensuite, ils ferment la boîte. Ils ont récupéré toute la une autre. On connaît, tu vois, on s'est entouré d'artisans qui faisaient ça au début, où on ne comprenait pas. Ils se disaient, mais attends, mais pourquoi c'est sa 3e boîte, lui? Et au final, tu commences à comprendre, tu te dis, ah ouais, d'accord. Et donc, il y a beaucoup d'escroqueries. C'est d'ailleurs un des secteurs où il y a énormément de transactions en cash, où tu as, comme je l'ai dit, beaucoup de problèmes. Et donc, le fisc est sur le dos des entrepreneurs. Je faisais une interview d'un avocat fiscaliste et il me disait qu'une très grosse partie des contrôles qui arrivent et de personnes qui se retrouvent dans la merde, c'est les entreprises du bâtiment. Faut que tu fasses gaffe, toi. Ils savent vous taper. Ouais, voilà. Je fais en sorte de m'entourer des gens en le prévenant et il faut des personnes qui soient carrées. Et j'en reviens, là, je parle beaucoup petit monologue, mais c'est important. Le prix en fait partie. Okay. Un artisan qui a tous ses papiers, qui a tous ses documents en règle, comme une architecte, ça coûte cher. Et c'est là où on en revient tout de suite. La valeur du travail est pas forcément assez bien perçu par les gens et souvent ils veulent aller vers le moins cher mais malheureusement à essayer de faire une rénovation, je parle aussi pour les investisseurs qui te regardent parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, à essayer de chercher une réno vraiment mais en tirant les prix vers le bas avec des matériaux de merde, etc. Tu vas aussi t'entourer des personnes qui vont faire n'importe quoi et là t'es vraiment tu peux avoir toutes les étoiles alignées pour avoir un problème de plomberie dans l'année à venir et d'ailleurs te retrouver avec un mec qui a pas d'assurance, il se barre, il ferme sa boîte, t'es foutu. Mais ça m'a fait marrer parce que j'ai un mec pour qui je chasse en ce moment, qui la dernière fois, je lui envoie du coup un
plus ou moins une budgétisation sur les travaux. Et tu sais, sur les budgétisations, il faut toujours être pessimiste parce qu'il peut tout se passer. Exactement. Du coup, c'était un projet comme c'est en plus une petite surface. Plus tu vas sur une petite surface, plus forcément le prix au mètre carré des travaux est élevé pour budgétiser. Et c'était dans les 1400 euros du mètre pour un 12 mètres carrés. Et il me dit, ah, mais moi, je connais un gars pour 900 euros du mètre, il peut le faire. Là, j'étais en mode, OK, envoie-moi les photos et je vais regarder. Il m'envoie les photos. Donc oui, en effet, c'est propre, on va dire, c'est pas dégueulasse. Mais dès que tu regardes un peu plus, tu as la plaque de cuisson qui est juste à côté de l'évier. Et donc là, en termes de normes, c'est pas bon. Et en fait, tu le vois direct que c'est du 800 euros du mètre. Et c'est vrai qu'on oublie que en fait, les gens, ils veulent toujours, là je parle d'investissement, avoir le plus, mais en mettant le moins. Sauf que dans la vie, ça se passe pas comme ça. Il faut savoir investir pour avoir plus après. Et je voulais revenir sur la décennale parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on est jeune architecte ou une jeune entreprise d'artisans. C'est vrai que la décennale, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Et donc, quand on commence et qu'on voit que tous les mois ou tous les ans, ça va coûter X euros, on peut se dire, OK, est-ce que je prends la décennale ou est-ce que je la prends pas? Mais de ce que je comprends là, c'est quand même obligatoire et limite, c'est vrai qu'on oublie, mais c'est quand il y a des problèmes que tu es content de t'être pris la tête, entre guillemets, et d'avoir payé un avocat ou toute une assurance pour ça. J'ai eu plein de problèmes et je peux te dire que les archives... Tu peux nous en parler de certains problèmes, si c'est possible, bien sûr. Ouais, bien sûr. Le problème qui peut revenir de temps en temps, c'est le paiement. Okay. Je me suis rendu compte aussi en travaillant avec des particuliers qu'il y a pas mal de gens qui sont très proches de leur porte-monnaie, à tel point qu'à la fin du projet, ils vont pas vouloir payer le dernier acompte. Okay. Le dernier acompte pour l'architecte ou l'artisan ou les deux? Ça peut être les deux. Ça peut être dernier acompte. Souvent, les travaux vont arriver jusqu'à la fin et là, on se dit, OK, il reste encore un acompte de 20 000 euros à sortir. 20 000 euros, c'est quand même pas mal. Et en même temps, il y a eu un peu de retard sur le projet. Du coup, j'ai pas trop envie de donner ces 20 000 euros là. Et on a eu des clients qui en ont profité pour commencer à... En plus, l'entrepreneur, il le connaissais aussi de base. Ça a été au tout début, j'acceptais que les clients fassent intervenir leur propre entrepreneur en me disant bon, c'est OK, ils le connaissent. Je faisais un entretien avec lui, je me disais que c'était OK. Et tu te rends compte que derrière, comme ils sont potes, ils s'arrangent en dessous de table. Là, il y a du cash qui tourne. Il y a du cash qui tourne. Tu te rends compte qu'ils se disent plein de choses où on n'est pas au courant. L'architecte n'était pas au courant de ce qui se passait. Et donc au final, on se retrouve à avoir des clients qui disent désolé, mais je payerai pas tous les travaux supplémentaires. Il y en avait pour 39 000 euros. Donc ils disent à l'artisan, je payerai pas. Et du coup, d'office, je reçois un appel. Ils me disent, je paierai pas l'architecte. Alors que j'avais une ribambelle de messages qui disaient, c'était exceptionnel, le travail est incroyable, etc. Et là, quand on arrive au moment de payer, bon, l'architecte, elle a fait n'importe quoi. Il trouve les petits détails. Voilà, sans exemple technique, sans exemple concret, il y avait rien. Et du coup, mise en demeure, classique, première mise en demeure qu'elle s'est prise. Donc c'est toi qui as lancé la mise en demeure? Non, c'est les clients qui ont envoyé une mise en demeure en disant qu'ils voulaient pas payer. C'est même eux qui lancent une mise en demeure alors qu'ils veulent pas payer. Ouais, je te jure. En fait, c'est le tout paie. Et c'est des personnes aussi qui ont de l'argent. Donc en fait, tu te rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées au sommet en empilant des cadavres, tu vois. Et c'est triste, malheureusement. Ça, je m'en rends compte de plus en plus. Il y en a beaucoup. Quand tu montes des boîtes, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui et tu le vois. Et ils ont réussi comme ça. C'est-à-dire qu'en entubant des gens, en s'associant à des personnes pour leur mettre à l'envers. Ouais. Et en vrai, il me raconte des histoires qui tournent de partout. Et donc, en l'occurrence, là, du coup, elle a décidé de pas aller, pas prendre des avocats. Les frais d'avocat, ça coûte super cher. Okay. Tu vois, tu peux directement en avoir pour 2-3 000 euros. Ouais, parce qu'en plus, on est en France, donc ça peut durer 2 ans. Ouais. Pendant 2 ans, payer X, tout en peut-être perdant le projet. Et après, il n'y a pas des systèmes de contrat pour justement protéger l'artisan ou vous protéger pour justement que... Parce que l'artisan, en plus, c'est sur le dernier acompte, souvent qu'il touche sa marge, quoi. Parce qu'au début, il gagne quasiment rien, quoi. Tu pourras avoir le plus beau des contrats, les démarches qui doivent être faites, surtout en France, ça te prendra forcément du temps. Même si jamais tu penses que t'es vraiment blanc comme neige et que t'as rien à te reprocher, tu devras quand même passer par un avocat, faire toutes les procédures de mise en demeure, attendre que tu puisses qu'il y ait un jugement, etc., ce qui peut prendre 1 an ou 2 ans. Et donc, il y a des moments où tu te dis, OK, c'est 2000 balles, est-ce que pour 2000 euros, j'ai envie d'aller passer par un avocat, me mettre toute cette énergie-là, alors que j'ai des projets qui vont rentrer, j'ai peut-être signé une belle maison, et j'ai envie de mettre dedans. Et ça, c'est très, très dur. Il y a un moment donné où après, tu penses aussi en mode énergie et temps. Et il y a des moments où je me suis dit, vas-y, j'abandonne ça. Même si l'IA, pour moi, c'est ce qui vaut le plus de l'or aujourd'hui, c'est le temps que ça te fait gagner dans la rédaction de mails. Et le fait de pouvoir, aujourd'hui, moi, j'ai pu balancer des gros mails, tu vois, avec un peu de juridique à l'intérieur, en reprenant justement, en essayant en tant que médiateur, essayer d'intervenir. C'est un mur qu'on avait démoli. C'était pas en fait du même matériau qu'on pensait au départ.
départ, Ok. mais ça ne change strictement rien parce que c'était pas structurel ou semi-porteur, tu vois. Et derrière, la cliente qui vrille et qui dit ah non, je vais faire venir un ingénieur structure, oh non, ça va s'effondrer, etc. On lui dit mais non, mais pas du tout. Au final, on a eu raison, elle a fait venir un ingénieur structure, il lui a dit bah non, c'est pas structurel. On lui dit bah voilà, mais elle a vu quand même interrompre C'était le trop chantier. tard. Et, Voilà, et ça, tu vois, les longs mails que j'ai dû, elle rédigeait des pavés, pavés. c'était Oh. énorme. Je me disais waouh. Donc, je devais quand même derrière répondre. Et les entreprises qui seront le plus dans la merde, c'est celles qui vont pas utiliser l'IA parce qu'elles vont se retrouver à recevoir des clients, Et là, des tu dois mails. te poser comme Ah, ça, mais ouais. écrire, et tu connais les pas clients tout ça. avec l'IA, je peux te dire, ils peuvent te faire des dingueries. Et surtout, Ils peuvent déjà, elle était avocate, elle. Hein, ouais. En plus, Donc tu te avocate. dis, et donc ils t'envoient des pavés monstrueux et je pense que là ce qui va faire mal ça va être toutes les entreprises qui vont se prendre les services clients, ils vont se prendre des gens en face qui ont l'IA, qui analysent le contrat avec toutes les lignes, qui vont te sortir des pavés avec toutes les clauses du contrat, pourquoi ils doivent être remboursés, etc. Et là tu dois avoir une force derrière de support qui doit être très très forte, quoi. Et donc voilà, donc malheureusement ça c'est le genre de problème qu'on peut avoir, donc impayé toujours, et forcément moi aussi relancer les artisans pour que je puisse être payé. Tu vois, c'est le nerf de la guerre, mais on se rend pas compte. Mais une personne qui paye pas, derrière, ça impacte 10 personnes, tu vois. Et c'est vrai que, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Et en fait, on se rend compte que ça passe par le notaire, par la banque, par l'agent immobilier. En fait, il y a tellement d'intermédiaires jusqu'au bout, plus à la fin le locataire. C'est là que tu te rends compte que vraiment, ça fait tourner l'économie. Et quand le bâtiment va, tout va, quoi. Exactement. Et c'est un secteur énorme. Et c'est aussi ce pourquoi il n'y a pas de leader aujourd'hui. Tu vois, tu n'as pas de comme Uber. Tu Ouais, t'as pas le numéro 1. Tu te dis, j'ai des travaux, je pense à cette personne-là. Tu vois, je veux C'est louer vrai un appartement, pense Airbnb, Booking. T'en as pas. Mm. Parce que faire du volume dans un marché où tu as autant de merde, c'est ultra dur. Et aussi, la majeure partie des boîtes ont levé des fonds. Et du coup, derrière, elles sont obligées d'envoyer faire du volume, accepter des plus petits projets avec des plus petits budgets. Ouais. Et du coup, ça fait aussi plus de problèmes. Donc, Depuis tout à l'heure, tu répètes beaucoup le mot problème. Et c'est vrai que les travaux, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est aussi pour ça que quand tu t'entreprends là-dedans, il y a une vraie plus-value à apporter. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le milieu des travaux et pourquoi tu t'es lancé et tu continues aussi dans cette aventure malgré tous ces problèmes? C'est quoi ce qui te donne la niaque de continuer et ce qui te fait kiffer dans les travaux, quoi? La première chose, c'est plus émotionnel. Ça va être, j'adore l'architecture. C'est-à-dire, moi à Paris, je marchais dans la rue, je lève la tête, tu vois, je regarde vraiment tous les appartements. J'adore découvrir plein de nouveaux endroits, des endroits un peu cachés. Parfois, je vais dans des appartements où tu sens qu'il y a pas eu de vie depuis 50 ans, mais ça a vécu bien avant et au-delà, tu vois. Et je vois des trucs de fou. J'assiste à je découvre vraiment des petits jardins, des endroits un peu secrets où je me dis putain, je suis peut-être le seul dans les 50 dernières années à être passé à l'intérieur. Okay. Donc, tu as ce côté un petit peu, tu vois, enfantin et la passion de l'architecture et du beau que j'adore. Le fait de aussi pouvoir redonner vie à quelque chose qui a été, tu vois, abandonné et délabré et rénover un peu le côté patrimoine français. Ça fait un petit peu, c'est un peu tête à claque que je te dis, tu vois, mais en gros, vraiment, tu pars d'une feuille blanche où le truc est pourri, genre vraiment délabré, et t'en fais quelque chose de beau. Et à la fin, t'as des gens qui vont vivre dedans et juste profiter et entretenir le patrimoine. Ça, c'est le top. Et tu l'as dit, c'est aussi parce que c'est un endroit où il n'y a que des problèmes. Et finalement, c'est venu, c'était avec toi aussi, quand on a découvert ça, mais en fait, tout le monde cherche un bon artisan, tout le monde cherche un bon architecte, et c'est un besoin primaire, avoir un toit au-dessus de la tête. Tout le monde en a besoin. Et donc, il y aura toujours tout le monde qui en a besoin. Et j'ai vu plein de boîtes qui se sont cassées la gueule à cause du marché ou je sais pas quoi. Donc, je me suis dit, franchement, je vais aller dans du dur. Architecture, travaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de robots et ce sera pas dans les 20 premières années. Tranquille pendant longtemps. Donc, ça joue. Et donc, répondre à un problème qui est se faire accompagner, dormir sur ses deux oreilles. Ça, c'est la plus belle des choses. Et à la fin, quand le projet est terminé, on fait les vidéos. Je t'avoue que ça, c'est royal. Franchement, c'est le top du top. Quand tu dis faire les vidéos, c'est-à-dire que comment vous communiquez à travers du format court, du format long? Je t'ai envoyé un message il n'y a pas longtemps parce que je suis allé sur la page YouTube de HomeNext. J'ai vu des vidéos qui sont allées à 100 000, 300 000 vues. Tu peux me parler de la stratégie sur YouTube et pourquoi YouTube, alors que dans ce milieu-là, YouTube, c'est pas trop utilisé. Maintenant, il y a le mec d'EMEA qui commence à se lancer, certains d'autres qui commencent à se lancer. Mais on va dire, c'est sûr, avec HomeNext, on était les avant-gardistes là-dedans. Pourquoi, selon toi, YouTube, c'est le nouveau place to be et pourquoi ça marche autant? Alors déjà, la vidéo. Nous, ce qu'on fait énormément, ça va être photo et vidéo. Alors vidéo, pourquoi? Parce que en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'émotion.
c'est vendre du rêve. Donc c'est pour ça qu'au tout début, on était sur l'investissement locatif. On faisait beaucoup d'investissements locatifs avec des petites surfaces, etc. Donc c'était intéressant parce que pour les investisseurs, il y a vraiment un vrai problème aussi. Il faut les aider. Mais il fallait plus d'effets waouh. Et c'est vrai que ça, c'est horrible à dire, mais ça vient pas avec des toutes petites surfaces. Ouais, c'est sûr. Et les gens ont envie de voyager. Voir et quand du tu voyages, Haussmannien, ils veulent voir. C'est pour ça que l'agence, ça cartonne. Ouais, voilà. C'est parce qu'en fait, tu vois du 100 Tu mètres vois pas carrés. les 15 mètres Ouais, carrés des dans apparts l'agence. parfois que tu peux pas forcément avoir, mais tu as peut-être envie d'avoir la même chambre ou les mêmes moulures qui sont dans le salon. Et donc, on s'est dit, OK, il faut réussir à vendre du rêve. Bah, le meilleur format, c'est le format vidéo pour ça. Et on s'est dit, en même temps, il faut donner de la valeur aux gens. Moi, on a commencé comme ça aussi les podcasts pour pouvoir donner de la valeur. Je suis vraiment genre donner avant de recevoir et de me dire, bah, vas-y, il faut donner plus de valeur gratuite pour les personnes qui nous regardent. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé des formats longs sur place, sur les projets, où on arrive, on fait 12-15 minutes avec l'archi, où le but, c'est de donner le plus de conseils, de projeter les gens, expliquer pourquoi on a fait ce projet-là. Et en général, on fait 2-3 vidéos par projet. Et je t'avoue que ça, j'ai été assez étonné de voir que là, je suis arrivé à 2 millions de vues en tout, alors que ça fait 2 millions, un tu an. te rends compte Et en vrai, ouais, mais je le pensais pas. Tu vois, j'ai lancé le truc comme ça parce que ça me faisait kiffer, parce que j'apprends plein de trucs aussi. Tu vois, je vais sur place avec les archis, elles te disent, OK, là, j'ai pensé à faire ça, une arche. Là, pour les enfants, j'ai fait au un final, bureau. tu te formes. Mais tu ouais. te formes sur le métier, parce que parfois, avec les archis, quand t'es t'es sur le projet, tu poses pas forcément ces questions-là. Alors que comme là, tu t'adresses aussi à une cible qui s'y connaît peut-être moins, bah, tu reposes des questions un peu primaires. Et au final, même toi, tu te formes. Ah, c'est trop bien. Et c'est pour ça que j'adore et qu'il faut toujours continuer le terrain et être proche des équipes, même si jamais, bah, maintenant, oui, on a une dizaine de personnes et après 8 entreprises générales. Il faut toujours aller sur le terrain, toujours voir les projets. Et donc, on a fait donc vidéo, format Insta et YouTube, beaucoup de shorts et les formats longs marche très 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 bien et on commence à avoir forcément nos premiers clients qui viennent en se disant là on a rénové une chambre de bonne dans le 6e, une personne qui arrive, j'ai une chambre de bonne dans le 6e, ils connaissent l'architecte, j'ai vu les 3 vidéos, mais ouais. Et en fait c'est là où le personal branding est très 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 puissant. Les gens viennent plus pour une entreprise aujourd'hui, ils vont venir pour une personne. Et c'est là où on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui le faisaient pas avant et maintenant qui se retrouvent tu parles d'Emea, c'est un bon exemple et il le fait très bien, mais tu vois, il faut se montrer, faut montrer ce qu'il faut, comment on agit, de l'émotion aussi, et que il y a de l'humain derrière. Et ça, souvent, en effet, quand ils ont vu les vidéos, ils arrivent, ils prennent un call. Et franchement, c'est déjà signé. J'ai eu une archi il y a 2 semaines qui m'a appelé pour me poser des questions, etc. Et quand je suis allé sur son Insta, c'est vrai que tu vois quasiment pas le visage. Et ce que j'ai pu voir sur certains architectes, c'est que c'est toujours entre le côté un peu artistique, donc tu te montres pas trop, t'es un peu... faut surtout pas viser le mainstream. C'est caché. Ouais. Et en même temps, toi... t'as le côté mainstream où tu montes tout, mais ça fait peut-être moins le côté artiste. Et c'est vrai que ce que je conseille aux architectes, c'est quand même de se montrer que les gens, ils passent par un humain, ils passent pas pour studio ou maison quelque chose. Et c'est vrai que c'est important de montrer ça. Toi, tu accompagnes aussi les architectes pour vraiment aussi sur des conseils, par exemple, pour qu'elles se développent, parce que si elles se développent bien, toi aussi, tu te développes bien à côté. Comment ça marche en termes de conseils, en termes de société, pas société, dans les grandes lignes? Il y a plusieurs questions. La question globale, c'est que, pour les accompagner sur la création de contenu, etc., faut savoir que je travaille avec des artistes. Les artisans aussi en sont. C'est pas les mêmes types d'artistes, mais c'est aussi des artistes. C'est vrai que c'est 2 types d'artistes. C'est 2 types d'artistes totalement différents. Mais ça reste des artistes. Ça reste des artistes. C'est pour ça que parfois ça s'entend très bien et parfois c'est le jour et la nuit et ça ne peut absolument pas travailler ensemble parce qu'il y a la personne qui met les mains dans le cambouis et l'autre personne qui est plus artistique qui dessine et donc les deux se comprennent pas parce que tu as un univers de terrain où on a la sueur et de l'autre côté voilà, et donc ça peut être compliqué. Donc qui dit aussi artistique dit que forcément parfois les personnes c'est pas leur métier de savoir communiquer, de trouver des clients et donc en général même certaines archis ou certains archis qui savent très très bien dessiner, qui font des très beaux projets, elles vont pas les mettre en avant parce qu'elles vont pas voir que derrière oui il faut faire des photos, elles ont souvent la flemme et on va dire non mais j'ai pas envie, les vidéos c'est pas grave, et avancer aussi l'argent et donc en l'occurrence au tout début elles vont pas vouloir se montrer et donc c'est à moi de leur expliquer que en fait si je fais ça, si elles vont être sur les vidéos, c'est parce que ça va apporter 1, 2, 3, 4 projets et quand elles commencent à voir que j'arrive à rapporter des projets à d'autres parce qu'elles se sont montrées sur des vidéos, là elles commencent à se dire ok, je vais pouvoir le faire et derrière le but c'est qu'elles puissent aussi promouvoir leur société et monter. On va en parler du coup des deux sociétés. Mais moi, je suis vraiment comme un galeriste où je mets les toiles en avant à la lumière. Et belle après, métaphore. Dès que les artistes commencent à devenir un peu connus ou célèbres, elles commencent à plus exposer dans ma galerie et elles vont commencer à être solo et à faire leur aventure toutes seules. Mais au tout début, il faut bien qu'elles exposent sur une galerie, il faut bien qu'elles se fassent connaître. Et mon but, c'est de dénicher les meilleurs artistes et derrière faire en sorte que les gens achètent leurs toiles et que ça puisse se faire, tu vois. Mais il y en a plein, du coup, qui arrivent
arrivent chez Home Next, pareil, elles sont en auto-entreprise, elles savent pas encore ce que c'est que monter une société, parce qu'elles ont travaillé en agence peut-être pendant 5, 6, 7, 8 ans. Dans certaines, vraiment, elles sont ultra expérimentées, mais elles ont jamais chopé un client solo de A à Z, tu vois. Et ça c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et ça n'a rien à voir. Quand on te met un client sur un plateau d'argent dans les mains, où tu te dis c'est bon, je vais avancer, et derrière, faut aller prospecter, il faut d'ailleurs faire le premier rendez-vous, faut closer le client, le signer, c'est même du commercial, tu vois. Et là, t'en as parfois qui sont très très fortes sur le métier d'archi, mais pour signer un client, c'est pas le même délire. Donc moi, je suis là pour les accompagner vraiment sur toutes ces parties-là, qu'elles puissent... vraiment la partie commerciale qui est le nerf de la guerre. C'est ce que j'ai fait pendant 10, 12 ans, prospecter, vendre, et j'ai toujours été commercial et sales, donc en soi, moi, c'est ma partie, donc je les accompagne là-dessus, et le but, c'est qu'après, ils puissent prendre leur envol et prendre des plus en plus gros projets. Au début, elle commence avec un tout petit. Je les classe par niveau. Le niveau 1, en dessous de 40 000 euros de travaux. Niveau 2, entre 40 et 80 000 euros de travaux, souvent des rénovations complètes. Et après, niveau 3, c'est les gros bébés. Ça va être des maisons, villas, hôtels et le immeubles. projet de luxe, mais ça se mérite. C'est pas, t'arrives et tac, tu peux pas démarrer et avoir géré un client tout seul de A à Z et commencer par un projet énorme comme ça. Souvent, tu sens que ça bloque. Et même, c'est stressant pour elles parce que c'est leur premier projet et elles se disent, putain, il y a 300 000 euros, 400 000 euros de travaux là, entre les mains, comment je peux faire? Donc voilà, communication, et les artisans communiquent pas du tout. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que c'est utile pour eux de travailler avec nous. C'est parce qu'ils veulent en fait. Ils délèguent cette partie-là Ils quand ont ils pas peuvent envie pas de être au prospecter, four et au c'est moulin. chiant. Mais oui, c'est pas leur métier, tu vois. Et le bouche à oreille, ça amène des projets, mais t'es toujours content d'avoir trop de projets, limite que. C'est pour ça que les gens délèguent, ils ont pas le temps. Tu vois, quand toi les gens passent avec toi pour de la chasse ou par un agent immobilier parce qu'ils pour vendre leur bien, c'est que t'as pas le temps de te prendre la tête à faire tout ça. Tu vas avoir quelqu'un qui s'y connaît et tu te dis c'est bon. Donc voilà, moi l'artisan, ce sera toujours l'artiste qui fait ses trucs, je le laisse faire, même si j'encadre et je mets de la structure. L'architecte pareil, mais voilà, il y aura toujours une structure et les deux font la même chose. Et société, je les incite de fou à monter leur société et à se mettre dedans, mais mindset artistique où ça met aussi du temps. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'écoutais dernièrement 2 podcasts, un avec Feneux et un avec Dawala, les deux qui sont producteurs de musique. Et ils expliquaient dans leur podcast que producteur, c'est très très dur parce qu'en fait, tu prends un jeune artiste qui est tout petit, tu avances des fonds, donc tu produis sa carrière, et plus il monte, plus forcément, tu as des gens de l'entourage qui vont dire mais regarde, il prend X%, il abuse de toi. Et en fait, à force d'écouter tous les gens autour, la personne se dit bah c'est vrai, attends, il prend X% alors que c'est moi qui ramène tout l'argent et tout ça. Et c'était intéressant parce qu'il racontait que c'est très dur, c'est très ingrat parce qu'en fait, tu montes ces personnes jusqu'à un certain niveau et au bout d'un moment, quand la personne, quand il y a un point de non-retour, faut arrêter. Ça doit pas être facile ça parfois parce qu'au final, toi, c'est la même chose. C'est ultra dur de gérer des artistes, c'est ça, et d'un point de vue aussi, essayer de faire comprendre aux gens ce que c'est que de trouver un client. Souvent, les personnes se rendent pas compte de tous les coûts qu'il y a derrière quand tu montes une boîte et que tu dois réussir à trouver. C'est quoi les coûts d'ailleurs pour ceux qui en vrai, je t'avoue que c'est des milliers d'euros en marketing juste pour pouvoir faire tes campagnes Google Ads, chaque vidéo qui doit être montée, t'as qu'une personne derrière qui va travailler dessus. Mais YouTube et tout ça là, toutes les vidéos, ça coûte de l'argent. Ça coûte même le podcast là, même ça le coûte de podcast, l'argent. tu vois, chaque personne quand tu les invites, c'est toi qui mets tes propres sous, tu vois, pour pouvoir le faire. Et au final, tu sais qu'un client qui va arriver, c'est pas juste une personne qui a vu ton site, oh tiens, je vais faire une demande. À part quand c'est un peu en organique, souvent, tu as vraiment des milliers d'euros qui ont été dépensés pour avoir juste ce client-là. C'est la raison pour laquelle, quand je vois quelqu'un qui récupère le projet et qui le chouchoute pas ou qui répond pas en temps et en heure, tu vois, qui met du temps, je fais franchement, tu peux pas gâcher en fait. Si t'as coûté, je sais pas, 1200 euros et qu'au final. Exactement. Et on est dans un secteur aussi où aujourd'hui, l'immobilier, c'est toujours compliqué, c'est vrai, c'est pas comme avant, les taux ont augmenté, donc c'est normal. Et trouver un client, ça devient de plus en plus dur. Et donc, ça vaut de plus en plus de l'or. Et donc, c'est pour ça que les gens qui travaillent avec moi, je t'avoue que maintenant, c'est exclusivement des personnes qui ont la valeur et qui savent ce que c'est que de trouver un client. Et après, s'ils comprennent pas, malheureusement, c'est trop compliqué. Et c'est un métier aussi où je suis pas le seul à faire ça, c'est concurrentiel. Mais le nerf de la guerre reste de trouver un premier client. C'est ce que je dis d'ailleurs. Tes stratégies pour trouver des clients, du coup? Si tu peux donner les grandes lignes pour des gens qui ont envie de trouver des clients. Alors, c'est une bonne question et je pense qu'il faut aussi la retourner en fonction de l'étape à laquelle tu es dans ta boîte, parce que je pense que tu les trouves pas de la même manière quand tu commences, quand tu es au milieu et quand tu développes vraiment ton entreprise. Je pense que quand tu débutes, tu n'as pas de thunes. Donc, quand tu commences, sauf quand tu fais des levées de fonds, etc., c'était pas le cas. Bootstrapping, 1200 euros sur la table. Et répète après, ce que c'est bootstrapping pour ceux bootstrapping, qui connaissent pas. c'est de monter une boîte avec ses fonds propres, c'est-à-dire sans levée de fonds. Tu vas pas faire un tour, aller demander à papa, maman, mettez 100 000 euros sur la table. Au chômage, quoi. Ou alors, voilà, t'es au chômage, t'arrives, tu te dis, OK, on a 500 balles, comment on fait pour aller trouver notre premier client? Et là, d'ailleurs, c'est ce que je donnerais comme premier conseil aux gens, c'est vraiment d'aller chercher tout de suite
les 10 premiers, 100 premiers clients. C'est d'arrêter les business plans à la con, à faire des trucs de OK, je vais monter le projet qui va valoir 100 millions de je sais pas quoi, etc. Sans clients, le projet, il vaut rien. À part si tu veux monter Mistral ou une autre boîte, etc. OK, il faut lever des fonds. Eux, ils en ont forcément besoin. Mais sinon, derrière, si t'as pas de clients, ça sert à rien. Et j'ai vu pas mal de gens passer beaucoup de temps à essayer de monter des projets. Sauf que tu dis OK, est-ce que tu as juste 5 clients? Non. Sur le terrain, le nerf de la guerre. Et surtout, tu pars sur un projet, ce sera jamais le même. Au début, Home Next, c'était pas ça du tout. Faut pivoter. Exactement. Et ça s'est fait avec les clients. Et donc, ce serait 100 premiers clients, prendre les retours, les feedbacks. Ça va être que ça. Le métier de fondateur de boîte, c'est après appeler les clients. OK, ça s'est bien passé. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Pourquoi vous n'avez pas signé? Il y a des gens, je les ai harcelés pour savoir pourquoi ils n'avaient pas signé avec nous. Et même parfois, ils me disaient, mais pourquoi vous voulez attendre de savoir? Parce que c'est un feedback ça hyper change important. tout, tu vois. Et au final, ils nous ont donné. Et donc, pour trouver les premiers clients, ça va être vraiment, désolé, prospection. C'est le truc le plus chiant. Vraiment le plus chiant. Passer des appels, aller chercher. Moi, c'était les agences immobilières. Je me suis retrouvé à juste, t'as tous les numéros sur Internet, t'as LinkedIn, t'as tout. J'envoyais des messages, je passais des coups de fil. Mon but, c'était que ça, de faire des échanges de 20 minutes au téléphone. Dès que l'agent immobilier me disait, OK, pourquoi pas se rencontrer, je faisais un café. Après, c'était de présenter ça dans son agence pour leur montrer que derrière, pour ces acquéreurs, on pouvait les accompagner. Et après, de signer un contrat avec l'agence et faire en sorte que dès qu'il y a un nouveau projet, un nouvel acquéreur qui arrive, parce que c'est une question de timing, un achat tu l'as tous les 10 ans, donc il faut réussir à arriver au bon moment et c'est au moment de l'achat qu'il faut réussir à arriver, donc c'est les agents immobiliers qui sont vraiment au front. Qui sont directement. Et cette technique, elle marche, elle a porté ses fruits? Ouais, elle marche, mais vraiment, on a eu une très grosse partie de nouveaux projets et de beaux projets qui sont arrivés grâce aux agents immobiliers. Aujourd'hui, ça représente quand même une bonne partie de nos chiffres d'affaires d'apporteurs d'affaires, mais c'est surtout qu'ils se permettent de démarrer sans thune, sans rien. C'est le téléphone et d'y aller. Donc moi, je passerai. C'est zéro. C'est ton temps, quoi. C'est ton temps. Par contre, c'est pour ça que je dis que tu peux pas monter une boîte si t'es pas prêt à vendre ta boîte au téléphone et à prospecter, parce que derrière, personne d'autre pourra la vendre mieux que toi, tu vois. Et donc ça, j'ai commencé au tout début, et après, ça va être la publicité et les réseaux. Pareil, se filmer, pas faire un truc de fou, chiadé avec une très belle vidéo. Quand t'as pas de thune, ça sert à rien. Et pour les gens veulent du naturel aujourd'hui, quoi. Ils veulent de l'authentique. Trop travailler à la MrBeast. Franchement, j'ai vu des gens qui ont cartonné en faisant juste des vidéos face cam et derrière ils se retrouvent à faire les premiers clients et pas chercher les vues. Je vois des comptes YouTube qui ramènent énormément de clients alors qu'ils ont 2000 abonnés. Baptiste Sous-Action là qui nous a accompagnés. Voilà. Lui c'est typiquement ça. Le mec il a 5000 abonnés, il a 600 vues, 800 vues sur ses vidéos et il a des clients qui tombent tout le temps. Donc faut aller chercher vraiment la qualité. Voilà. Donc prospection, et après quand tu commences à te développer, c'est de déléguer la partie communication et là de commencer à faire de l'Ads, Google Ads à fond, et il faut qu'à chaque fois tous les mois tu te dises OK, combien je mets, combien ça me rapporte, le coût du client, et là commencer à faire des pubs, et là tu arrives dans un autre niveau, mais pour ça il faut de la thune, et ça c'est venu au bout de 3 ans. Parce que c'est vrai qu'un des pièges, c'est de se dire OK, je ramène mes premiers projets grâce au bouche à oreille, et après je fais que des réseaux pour amener des clients, mais au final parfois le chemin, on veut aller à gauche, on veut aller à droite, le chemin le plus rapide c'est d'aller tout droit. Et c'est vrai que tu as raison, la prospection, c'est quand même le nerf de la guerre, et c'est ce qui permet en plus de créer du lien. Pourquoi les agents immobiliers sont intéressés de te rencontrer et de passer par Home Next? Parce qu'il y a une grosse partie du parc immobilier français qui a besoin de travaux. Et donc, la majeure partie des personnes qui vont visiter les biens s'y connaissent pas forcément. Donc déjà, il y a une façon de pouvoir les rassurer, parce qu'un agent immobilier, c'est pas un expert travaux, c'est pas un artisan. Donc il y a des problématiques qu'il va pas forcément voir. Il y a aussi des pain points, c'est-à-dire des douleurs de la part du client qu'il va pas déceler. Et donc l'objectif, c'est d'arriver au moment où il y a une offre d'achat qui va se faire ou qui est déjà faite, et de pouvoir dire, voilà, sur la partie travaux, vous inquiétez pas, ça va coûter tant environ. Là-dessus, l'immeuble va pas s'effondrer. Les travaux, vraiment, quand on vous donne cette enveloppe-là, ce sera ce prix-là, et on va être OK pour vous accompagner. Et c'est pas trop galère, parce que parfois les agents immobiliers, on va pas se mentir, ils veulent mettre les moins de travaux possibles. Et à côté, parfois, tu peux te dire, OK, en fait, il y a beaucoup plus. Comment tu arrives à te placer pour en même temps ne pas trahir le client et donner le bon prix, et en même temps ne pas te griller avec l'agent immobilier, parce que lui, au final, souvent, il dit « Oh, t'inquiète, un coup de peinture, c'est bon. » tu vois. Comment tu fais pour trouver le juste équilibre? Un agent IMO, franchement, son taf, déjà, il faut savoir que je trouve que c'est vraiment une galère, parce que c'est compliqué de toucher une commission sur le projet, sachant que tu dois bien conseiller le client, tu vois, et l'acquéreur. Et donc, il se retrouve dans un cul entre deux chaises, en se disant que lui, il a besoin de minimiser forcément tous les coûts. C'est pour ça qu'il va dire que, non, le DPE, vous inquiétez pas, faut pas mettre, vous mettez 20 000 € et après, c'est bon, vous gagnez 3 lettres. Ou alors, l'immeuble, il est sain, il n'y a pas de souci, etc. Parce qu'il a envie de vendre. Et de l'autre côté, il faut faire attention, parce que si jamais derrière ta vente, elle se fait
fait, mais que la personne, au bout de 2 ans, elle se rend compte que tu l'as douillé, ta réputation, c'est ce qui compte. Et l'IMO, à Paris, c'est un petit milieu. Hein. Et tout tu baisses quelqu'un, il te connaît rapidement. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que moi, il faut aussi que je sois entre les deux. C'est-à-dire que je minimise pas les travaux pour que l'offre, elle passe, parce que derrière, sinon, ça va passer. La personne, elle va faire son offre, elle va être OK, c'est bon. On lui a dit 100 000 euros de travaux, c'est OK. Et à la fin, elle se rend compte que c'est au moment juste avant l'acte authentique, on rentre dans la conception, on lui fait tout, et là, on lui dit désolé, c'est 200. Elle va dire, mais attendez, moi j'avais mis ça dans le prix d'achat, c'est pas possible, et donc ça casse. Et donc c'est pour ça que c'est très compliqué, mais on essaye d'avoir un budget toujours réaliste et de ne pas non plus mettre du marbre partout pour faire peur aux acquéreurs. Donc les agents immobiliers, en tout cas, on les accompagne comme ça. Et derrière, le but, c'est que ça fasse partie du service. Et après, ils ont une commission d'apporteurs d'affaires, forcément, sur chaque projet ramené. Et ça aussi. Ça, c'est intéressant parce qu'en effet, il y a plein de gens qui, quand tu leur amènes un projet, ils disent je lui rends service. Pourquoi tu mets une commission d'apporteur d'affaires alors que plein de gens qu'on connaît, hein, ils se reconnaîtront, ceux qui regardent, se disent je lui rends service. Ça, moi, ça me fait vriller. Il y a énormément de gens, et j'ai des potes aussi, qui comprennent pas le principe d'apporteur d'affaires et de commission. Et parfois, j'ai pu voir aussi des archis où il y a quelqu'un, un de leurs potes, qui leur a donné un projet à 200 000 balles. L'archi a touché 20 000 euros. 20 000 euros, c'est énorme. C'est énorme. Tu te rends compte, c'est un an de salaire, voire plus aussi. Et elle a offert un café à la personne, tu vois, qui est arrivée. Allongé, je sais. Tu vois. Et moi, en vrai, moi, ça me fait vriller parce que je suis je connais le prix, en fait, d'un client, et une personne qui ramène un client, je la rince. Je lui dis, mais avec grand plaisir, tu lui offres, mais tu peux 20 000 euros, tu peux lui donner même 1 000 euros. Mais oui. Je te jure, ça va lui faire plaisir. Il te reste 19 000 et la personne est contente et limite, elle voudra encore plus. Et ça, c'est ultra dur parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cet aspect business, qui comprennent pas cette chose-là. Et nous, on a été éduqués là-dessus. Mais moi, des gens qui me ramènent des clients, qui me rendent des services, qui me font une mise en relation, même une mise en relation et tout, t'as envie de lui faire plaisir. Les podcasts, ça vient de là aussi. C'est de dire, vas-y, mais viens dans mon podcast, je t'invite, je te rends service, je te donne. Et après, on verra un jour si jamais, tu vois, ça crée du réseau. Et c'est toi qui m'as raconté la scène dans Le Parrain où la personne, elle lui rend un service, elle lui dit je te dois de l'argent, il fait non, par contre le jour où je viendrai te voir, tu pourras me le rendre. Ça, c'est une bonne métaphore. Et c'est vrai. Et en vrai, moi, je kifferais trop, pas être le parrain, hein, parce que bien sûr, c'est ultra dark comme film. Et quand c'est ce qu'il y a derrière, non, tu vois, ce sera pas Dan Grapsy. Mais en vrai, ça me fait plaisir de rendre service aux gens, donner des services, faire des mises en relation. Souvent, je fais rencontrer des gens, tu vois, une personne A avec une personne B. Je sais que ça va matcher, je sais qu'ils peuvent s'apporter. Vas-y, les gars, rencontrez-vous, etc. Et je sais que, voilà, peut-être un jour, s'ils veulent, ils me le rendront aussi en me disant, voilà, merci de m'avoir rencontré ce monteur, cette personne-là, je sais que ça peut le faire. Et pareil pour les deals. Moi, ça me fait trop plaisir, un agent IMO, quand j'ai des clients qui se disent, là, j'en avais un, je recherche un 140 mètres carrés dans le 6e arrondissement de Paris. Je faisais, OK, let's go. Et là, j'ai mis une chasseuse qui est spécialisée dans la résidence principale, un peu haut de gamme. Je fais, vas-y, en vrai, let's go. Je fais une mise en relation et on verra ce que ça donnera. Trop cool. Donc, ça, c'est dur. Il y a pas mal de gens qui comprennent pas et malheureusement, du coup, ça peut jouer. Et tout comme les potes, ça, c'était très dur au tout début. À Paris ou en France, les gens, ils t'aident pas au début. Et ça, je pensais vraiment quand j'ai lancé la boîte que tout le monde allait venir à mettre des likes, à commenter, à être en mode vas-y, mon projet sera fait avec toi ou quoi que ce soit. Et au final, pas du tout. Pourquoi selon toi? Je pense que t'as deux choses. Déjà parce que t'as une forme pas de jalousie, mais si jalousie de personnes qui vont prendre des risques, qui vont sortir de la zone de confort. Ça te rassure de voir que la personne peut-être réussit pas. Moi, il y a plein de gens, je pense, qui ont qu'une seule envie, c'est que la boîte elle foire. C'est sûr à 100%. C'est horrible à dire, mais c'est normal parce que c'est humain après, mais tu dis putain, ça va te conforter en me disant en fait, tu vois, j'avais raison de rester dans mon CDI, de faire ça. J'avais raison, j'avais raison que les réseaux sociaux c'était de la merde. Ils se filment, et j'en vois plein qui se foutent de la gueule des gens qui font des vidéos face cam, tu vois. Alors que j'ai envie de dire, mais mec, il a pris 100 fois plus de risques que toi. C'est ça. Et ça, c'est un truc de fou. Et donc, j'ai eu pas mal de potes qui, en effet, n'ont pas été présents. D'autres, par contre, étonnamment, qui m'ont donné la plus grande force qu'ils pouvaient me donner, c'est-à-dire me confier leur projet. Et en vrai, ça, c'est trop beau, tu vois. Et j'espère, et je sais que je leur rendrai forcément un jour l'appareil, tu vois. Et ça fait trop plaisir quand t'as des gens qui viennent et juste te donner même un contact, faire une mise en relation. Ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Et donc, ça joue. Tu peux me parler d'un des projets que tu as le plus kiffé, que tu as pu faire avec Homenext? Je t'avoue que c'est un dernier projet qu'on a sorti, qui est République, d'une famille en plus que tu connais bien. C'est un projet de 100 mètres carrés où on a réuni 2 appartements. C'est pas le plus gros, mais c'est pour moi le plus symbolique parce que en vrai, ça s'est très très bien passé du début jusqu'à la fin et c'est un projet où on devait démolir tout un mur porteur. Et les murs porteurs, on sait ce que c'est. Donc c'est costaud. Ça a pris aussi 1 an avec toutes les démarches à faire parce qu'on se rend pas compte, mais l'administratif. Ingénieur structure. Voilà. Les travaux, c'est aussi une grande part d'un administratif.
administratif. Et donc, du coup, on a dû attendre pendant 1 an avec les architectes de l'immeuble, etc., pour avoir l'autorisation que ça puisse se faire. Et donc, à la fin, la concrétisation où le truc se fait, le mur porteur, on peut l'ouvrir. On tourne face à un couple de clients incroyables qui sont mais trop sympas du début jusqu'à la fin, où t'as vraiment, c'est un plaisir de les accompagner. Tu vois, t'as envie de leur faire plaisir, t'as envie de les aider. Et une famille en plus avec enfants et tout. Et à la fin, tu vois le projet où tout s'est ultra bien passé. C'est ultra propre, ultra léché. L'archi, pareil, super contente. Et je vois vraiment, du coup, appartement dans l'ancien où ils ont racheté l'appartement de leur voisin et on refait tout. On rassemble les deux. Et là, on voit des clients qui sont contents. Et je t'avoue, à la fin, quand j'ai un témoignage avec des clients. Ouais, tu dois être en mode. Oh, ça fait trop plaisir. C'est bon. Mais après, tu re-enchaînes direct, mais sur le moment, tu dois être en mode quand même. Ah. Ouais, je t'avoue que ça, c'est le plus dur, c'est de renchaîner, mais c'est ces petits moments-là qui permettent d'aider dans les moments où c'est une galère. Parce que quand t'entreprends, t'as des moments de solitude intenses parce que personne te comprend. T'as des moments où j'ai voulu arrêter la boîte, franchement, 400 fois, où chaque fois je me dis putain, c'est de la merde. À la fin de la journée, j'ai eu que des problèmes, etc. Et je t'avoue qu'à chaque fois, tu te dis, vas-y, mais pourquoi j'ai fait ça? Et c'est ces petits projets-là où t'as des petits moments où tu te dis, déjà là, je suis au téléphone, bah, ça se passe super bien. Là, on vient de tout démolir, le projet, il est à l'heure, etc. Et des clients contents. Et là, tu te dis, bon, ok, franchement, c'est pour ça que je fais ce taf-là, tu vois. C'est quoi le plus de projets, enfin le projet type que vous avez le plus en ce moment? À quoi ça ressemble et surtout, c'est quoi les problématiques, le type de client dans les grandes lignes? Ça va être le couple sans enfant qui achète pour pouvoir créer sa vie de famille. Okay. Donc, qui va construire sa vie en ayant un enfant prochainement, qui va acheter un T3 en général. Sur Paris? Ça peut être Île-de-France, pas mal en Île-de-France. Paris, ça devient quand même très cher. Du coup, t'as pas énormément de personnes aujourd'hui qui peuvent se permettre. Donc, un héritage familial. Un héritage familial, et t'en as de plus en plus qui veulent les plus grandes surfaces. Mais en frontière, tu vois, ça peut être encore une fois du Montrouge, du Vincennes, Charenton, etc. Et du coup, qui veulent construire leur vie de famille, qui ont compris en fait la valeur d'une architecte ou d'un architecte et qui sont OK avec un budget qui est pas super élevé. Il est souvent entre 40 et 70 000 euros, tu vois, pour les travaux. Donc c'est un petit projet, mais derrière, voilà, vrai besoin. Petit projet. Au début, tu es en mode waouh, c'est énorme, et après, plus tu avances, plus les chiffres doivent être élevés, plus tu dois, pour toi, 40-70, c'est pas énorme. Et c'est là où c'est important de retourner sa tête en arrière. Souvent, on se rend pas compte de ce qu'on a fait. On se dit, putain, ça avance pas ou quoi que ce soit. Et quand tu vois, en effet, les tout petits projets où on a démarré, c'était des 15 000, 20 000, 30 000 euros, petite surface, c'était deux. Et là, même des maisons à 300, 400 000 euros, enfin, tu vois, qui tombent, et tu vois des projets beaucoup plus grands. Et ça fait plaisir de voir que, du coup, que ça avance et que ça augmente. Et même pouvoir faire des restaurants, pouvoir faire d'autres choses. On a beaucoup d'ambition aussi avec Omnext là-dessus. Et franchement, ça fait trop plaisir, quoi. Et donc, en effet, là, c'est des personnes qui viennent, plus en plus de demandes, mais on sent que le budget est très serré. Okay. Les gens demandent de plus en plus de faire les travaux en 2 fois. En 2 fois? Ouais. Ce qui est souvent quand même déconseillé, parce que... Ouais, c'est déconseillé. Tu vas payer plus cher en plus au final, parce que tu as le nettoyage de chantier. C'est un bordel. Les gens doivent revenir, ça peut être un bordel. Comme ceux qui veulent faire des travaux, mais vivent dans l'appartement en même temps. Ah, ça m'énonce. Ça, je dis non, parce que c'est un enfer sur Terre. Ah ouais. Tu vois, les gens ils regardent, ils font attendez, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ci? Parce qu'ils regardent tous les jours, en effet, et tous les jours, parfois, il peut y avoir des choses qui vont pas, et c'est justement ça lorsqu'on fait la démol, lorsqu'on avance sur les projets, quoi. Ça peut vite devenir un enfer sur Terre, et pareil, les clients, souvent, tu sais pas, moi, avec les particuliers, j'ai découvert des dingueries. En fait, j'ai découvert que tu as 5% de fous tout le temps. T'as vraiment 5% de fous, c'est-à-dire des gens qui, d'apparence, tu te dis, ah tiens, ça peut passer, ça peut être OK. Et derrière, mais ça vrille complet. On a eu une cliente qui est venue me voir, etc., pour un 120 mètres carrés dans le 9e. Tout de suite, dès le premier appel, je l'ai pas senti, tu vois. Comment tu fais maintenant pour ne pas sentir les gens? Souvent, ça va être leur façon de parler, leur façon de s'adresser à toi, ça va être leurs critères. C'est-à-dire une personne qui va arriver qui va te dire, alors moi, je suis pressé. Je vous avoue que j'ai un budget serré. Tu vois, t'as des petites phrases comme ça. Tu vois, j'ai un budget serré. Je veux le plus, mais avec le moins. Ouais. Alors moi, j'ai déjà fait chiffrer 4 personnes, 4 artisans. Donc je pense que le prix, ça va être plutôt ça. Alors moi, j'ai quelqu'un qui s'y connaît dans ma famille. Je vous avoue que mon mari, en fait, t'as des petits échos, tu sais. Et quand la personne, elle commence à cocher toutes les cases comme ça de red flag, tu te dis, OK, là, no go. Je l'ai pas senti du tout celle-là. Et au final, je me suis dit, j'y vais pas. J'ai quand même une pote qui travaille en réno. Et donc, c'était quand même un énorme projet parce que c'est quand même 120 mètres carrés dans le 9e. C'était très beau de l'Haussmannia. C'est vrai que quand parfois tu veux des projets, c'est dur de dire non, quoi.
Et maintenant, t'arrives à dire non? Là, j'ai dit non, sauf que beau. j'en ai parlé à ma pote qui a d'ailleurs une boîte de réno, etc. Je lui ai dit, écoute, j'ai une cliente. En plus, archi, franchement, j'ai pas envie de le passer à. Je préserve mon équipe, j'ai pas envie de la donner à mon équipe, c'est mort. Donc j'ai dit non. Par contre, je pense que ça peut le faire avec toi si jamais t'as envie de la prendre, mais par contre, il faut que je te prévienne. Elle est comme ça. Elle a fait, ouais, mais t'inquiète, je peux le prendre. Je fais, ok, fais attention. Le projet a commencé un tout petit peu. Et là, on m'a prévenu en me disant, attends, l'agent qui m'avait donné ce contact m'a dit, attention, elle est vraiment, c'est chaud. C'est une grosse folle. Là, vraiment, c'est chaud, faut faire attention. Et là, à ce moment-là, je me dis, bah, j'ai prévenu, tu vois, ma pote, je lui dis, franchement, là, à ta place, je ferai vraiment gaffe parce que ça va être ça peut être compliqué pour toi. Elle a dit, non, mais non, t'inquiète. Elle a pris un apéro avec elle et tout. Ça s'est bien passé. Enfin, soi-disant. Et dès que le chantier a commencé, ça a complètement vrillé. Elle a demandé les assurances de toutes les personnes qui étaient sur le projet. Elle a appelé, enfin, à minuit, tous les jours, le week-end, etc. Et maintenant, comme quoi, tu vois, ça se sent. Et donc ça, c'est très très dur au tout début. Tu ne peux pas dire non parce que tu as besoin d'argent. Mais le jour où tu peux commencer à dire non à des gens qui veulent te faire vriller, c'est pas possible. Et la relation à l'argent de plein de gens, elles peuvent être parfois se transformer dès qu'il y a de l'argent en jeu. Et ça, c'est impressionnant. Bah, j'ai eu des problèmes. Les amis, ça peut être ça aussi. Si tu accompagnes des potes dans le business ou quoi que ce soit, tu peux en effet les voir vriller total. Et des gens qui au début, tu te dis, oh, le projet, ça va être OK. Tu te dis, OK, finalement, ils sont comme ça. Ils vont prendre une règle pour pouvoir voir la mesure de l'interrupteur et être sûr que tu vois la bonne hauteur en disant, non, mais regarde, là, il y a 2 degrés de moins. Tu dis un nazi limite au millimètre près. Ouais, en vrai, c'est chaud. Et maintenant, les potes, malheureusement, j'en fais de moins en moins parce que souvent, c'est ceux qui veulent avoir le plus en payant le moins. Alors que ils veulent de base, c'est pour donner de la force, quoi. Bah ouais, c'est déjà arrivé que j'ai donné un prix, une pote de pote qui vient et qui me dit, bah, je refais mon appart, etc. Et tu vois, elle fait le call, elle est avec l'archi, on lui parle d'un prix, 1600 € du mètre, etc. Et en fait, bah, elle avait eu un autre devis d'un artisan sans archi, où derrière, elle devait gérer tous ces trucs. Forcément, de son ça côté. sera moins cher. Mais oui. Et en fait, tu peux pas comparer et elle nous a mis le prix pour des escrocs, tu vois, parce qu'elle s'est dit, oui, vous avez voulu m'allumer ou je sais pas quoi. Je fais, mais je t'ai traité comme une cliente normale. Et là, je me suis dit, putain, je suis là, on a pris du temps, on t'a donné plein de conseils. Et on voulait vraiment, et pour 1600 €, on lui aurait fait un truc laser, ça serait bien passé. C'est la vie. Au final, tu dis, vas-y. Donc là, ça me dégoûte un peu d'accompagner parfois des gens comme ça. T'as bien raison. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à des personnes qui veulent acheter soit leur résidence principale, soit en investissement locatif? Peut-être que c'est pas les mêmes points de vigilance qu'il faut regarder, mais les points de vigilance pour se dire, OK, j'achète ou j'achète pas, go ou no go, avant de faire passer, bien sûr, un architecte. Déjà, c'est de savoir si jamais les gens sont prêts à avancer sur les travaux ou non. Faut déjà savoir à l'achat, dès l'achat, est-ce que en prenant dans de l'ancien, vous êtes prêt à rentrer dans des démarches qui font que charge mentale, ça peut prendre 3, 4, 5, 6 mois de travaux pour avoir certains biens qui est à votre image, mais derrière qui peut aussi se retrouver à prendre du temps, un peu de retard, etc. Faut avoir la charge, faut avoir du temps pour rentrer là-dedans et savoir encaisser la charge mentale. Donc ça, pour moi, sur la recherche, faut savoir. Pour les gens qui vont partir sur un bien avec travaux, il y a 2 choses. Il y va être les travaux qui sont liés à l'immeuble. Je pense que ça, faut pas le négliger. Faut regarder vraiment tout ce qui a déjà été fait dans les PV d'AG, un immeuble qui est sain, parce que ça peut très très vite monter, d'avoir un problème qui est à l'immeuble, la toiture ou quoi que ce soit, et ça peut impacter aussi forcément l'appartement, une mauvaise isolation ou quoi que ce soit. Faire des travaux pour que ce soit ultra propre, ultra léché, où vous êtes très très bien, on est dans un immeuble qui se casse la gueule. Déjà, bah, les travaux ils vont être faits, ce sera parfait, mais derrière avec l'immeuble, vous allez voir l'humidité qui va apparaître ou quoi que ce soit, vous allez dire c'est la faute de l'artisan. Non, c'est de la faute de l'immeuble. Donc ça, faut faire attention. Et quand on visite un appart, encore une fois, toujours se faire accompagner en effet d'une entreprise qui s'y connaît, toujours comparer, regarder ce qui se fait par rapport à l'isolation, parce qu'on voit que sur les DPE, les passoires thermiques, là à Paris en plus, il fait tellement chaud que c'est l'enfer sur Terre. Donc ça, forcément, faut vraiment faire gaffe. Et après, bien chiffré, moi je conseille toujours de prendre pour une rénovation totale complète 1006 du mètre. Avant, on pouvait faire, d'ailleurs, le marché a bien évolué. Avant, ça pouvait être du 1003, 1004, sauf que c'est devenu tellement cher aujourd'hui. Ouais, c'est ouf. Les gens, ils se rendent pas compte parce qu'en même temps, ils mettent sur ChatGPT, sauf que ChatGPT, c'est un peu de retard. Et ils se rendent pas compte. Et encore une fois, ChatGPT n'est pas sur le terrain, quoi. Et il y aura des surprises. Et pareil, si jamais vous voulez avoir une résidence principale qui est genre avec un plan de travail en quartz, avec des meubles sur mesure en noyer ou quoi que ce soit, enfin, il y a un moment donné, il faut se voir la vérité en face, ce sera peut-être plus que ça. Parce que on prend une rénovation milieu de gamme, tu vois, qui peut être très très bien, mais il y aura pas du sur-mesure de partout, etc. Et ça, là, il y a beaucoup de gens qui se prennent un mur parce qu'ils se disent que ils vont avoir un truc de fou avec du sur-mesure de partout parce qu'ils voient ça sur Instagram, sauf que derrière ils se rendent pas compte des coûts. Ouais, c'est du travail, hein, le sur-mesure. Ouais, et parfois on a des gens, c'est vraiment couple princier, ils vont arriver, alors là on va mettre ça, là on veut du marbre, on a déjà eu ça. J'étais trop dégoûté, on arrive, la personne, tu dis qu'elles ont de l'argent, hein. Le mec il est arrivé, tac, Porsche, je sais pas quoi,
quoi. Et au final, ils te disent on va Que de faire la ça, gueule. ça. Et à la fin, ouais, non, ça on va enlever, ça on va enlever, ça on va enlever, ça on n'a Au pas les final, moyens. c'est du Ikea. T'en penses quoi du sur-mesure? Je pense que c'est, franchement, pour les gens qui ont un budget serré et même qui veulent faire économiser les coûts, c'est le meilleur moyen d'économiser sur un poste, c'est de le sur-mesure. En gros, c'est de faire de la demi-mesure, c'est-à-dire de faire l'extérieur en sur-mesure, en bois, MDF, etc., ou en noyer, et derrière, l'intérieur, qui est son Ikea. L'intérieur se voit pas, donc souvent le plus important c'est ce qui va se voir à l'œil nu. Et donc nous c'est ce qu'on fait même sur des projets haussmanniens de 150 mètres carrés, on met de la semi-mesure parce que ça fait économiser, mais parfois ça fait diviser par 3 le prix de ce que tu peux faire en sur-mesure, tu vois. Et donc moi je dis que ça change tout, ça permet d'optimiser les petites surfaces. Vous ne pouvez pas faire les travaux dans une petite surface sans faire du sur-mesure, enfin, ou demi-mesure. C'est impossible. C'est totalement débile. Genre, vous avez besoin d'optimiser chaque mètre carré et vraiment, ça va Surtout tout au changer. prix du mètre carré à Paris. Mais oui, et même en vrai, les gens après ils vont se sentir mal. Les rangements, tu vas pas les avoir. Tu as besoin de mettre des valises, tu peux pas les mettre. Pouvoir mettre de la circulation, les gens vont pas apprécier vivre dedans. Les locataires vont se barrer beaucoup plus souvent. Et c'est pour ça que je dis aux investisseurs aussi, mettez de la thune dans les travaux. Vous allez louer plus cher. En général, tu peux louer 20% plus cher. Enfin, tu peux augmenter tes loyers de 20% à partir du moment où tu mets. C'est énorme, 20%. C'est énorme. Et derrière, tu as des gens qui se sentent bien, moins de turnover. Et franchement, c'est impeccable. Tu parlais de l'agence tout à l'heure, et c'est vrai que quand on regarde l'agence, quand il fait visiter et qu'il présente le bien, en fait, tu remarques que tout est sur mesure. Et en fait, tous les matériaux, il raconte une histoire derrière les matériaux, etc. Est-ce que il y a des matériaux que tu kiffes plus que d'autres, toi parce qu'à force de faire des projets, maintenant, tu dois avoir certains matériaux. Il y en a que tu conseilles, que ce soit des types de sol, des types de revêtements. Là, tu vois, par exemple, on a un mur qui est quand même très beau. Ça, je sais que tu en as mis pas mal sur tes projets. Des cimaises, ouais. Des cimaises, voilà, je cherchais le mot. Est-ce que tu as des préférences, toi, à force de voir parce que toi, à force de voir des belles choses, tu vas devenir exigeant le jour où tu vas faire ta rénovation principale. Ouais, en vrai, c'est vrai que ça fait un peu vriller parce que tu as envie d'avoir la même chose chez toi. Et quand tu vois des réalisations, tu te dis, j'avoue que c'est quand même pas mal. Alors, les conseils, ils sont un peu compliqués à donner parce que ça va dépendre aussi du type de bien et de ce que tu veux faire dedans. Ouais. Parce que investissement locatif, par exemple, ça, c'est clair et net. C'est bête, mais pas mal de fois, je vais privilégier quand même le carrelage. Carrelage effet bois. Tu as des carrelages effet bois qui sont incroyables. En vrai, je pourrais vous mettre le lien si vous me demandez en commentaire et tout, mais pour les investisseurs, c'est incroyable. On en a mis dans quelques projets. Tu as l'impression que c'est vraiment du bois, mais c'est du carrelage. C'est à nettoyer, c'est impeccable. Sur l'usure, c'est impeccable aussi, parce que forcément, si vous faites du Airbnb, quoi que ce soit, trace des valises, tu connais. Ouais. Les rayures sur le sol, pareil, ça s'use ultra vite quand tu prends pas un bon parquet, etc. Donc, je conseillerais souvent du carrelage en plus. Je conseillerais aussi donc demi-mesure. Des meubles vraiment demi-mesure, faire attention à la couleur, pas en mettre trop, parce que ça aussi, ça peut gaver les gens, et surtout, ça se voit en fait quand tu as une marque sur une couleur qui s'est enlevée de peinture, derrière, tu vois que c'est tout de suite usé, ça fait sale, et souvent après, il faut repeindre le mur, alors que le blanc ou le crème, pareil, ça je conseille de pas forcément mettre du blanc à chaque fois, mais plus parfois des couleurs un peu crème qui peuvent bien marcher. Et derrière, sur les résidences principales, moi je t'avoue que la pierre, ça j'adore. Les matériaux, tu vois, naturels, la pierre, les personnes qui mettent des plans de travail, tu vois, avec du quartz, essayer de mettre du marbre à certains endroits. Bien résistant en plus. Exactement, tu vois, de la pierre dans la salle de bain aussi, ça rend très très bien, c'est très joli, ça j'adore. Et les moulures. Je t'avoue qu'on est à Paris. On essaye dans 100% des apparts de garder toutes les moulures existantes parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu as des choses qui sont faites au plafond, mais c'est magnifique. Parfois, tu as même des plafonds qui sont peints à la main d'époque et tout. Ça, c'est incroyable. Donc, ça, vraiment, ça fait la différence et c'est possible d'en rajouter. Tu as des moulures qui peuvent être faites. Quand tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux faire du polystyrène. Mais après, sinon, voilà, ça peut être du plâtre, autre chose. Mais en l'occurrence, les moulures, ça fait vraiment la diff. Les cimaises que tu mets aussi, ça, moi, j'adore et c'est vraiment impeccable. Et je conseillerais, voilà, donc matériaux vraiment naturels. Pensez à mettre de la demi-mesure à chaque fois et après, faire attention à tout ça. Et l'architecte est là pour ça. Tu as d'autres règles sur de la circulation, sur la hauteur. Tu parlais de la hauteur d'un point de vue sécurité. Mais tu as aussi, la lampe, je la mets à quelle hauteur dans un salon pour que ce soit pas trop bas, pas trop haut. Mes spots, je les mets dirigés où ? Est-ce que dans une cuisine, c'est mieux de les diriger ici ou finalement ce que tu veux éclairer, c'est pas toi, c'est juste le plan de travail. Et en fait, tu as plein de règles et c'est là où c'est ultra intéressant de voir tout ça. Donc, non, franchement, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, je t'avoue que moi, mon appart ne ressemble pas à ceux qui ont des 150 mètres. Mais ça arrivera. Et le jour où tu auras le projet, là, tu auras tes équipes, tout. Je sens que tu seras la personne qu'il faudra contacter. Et là, tu parlais des moulures, mais c'est vrai que la problématique dans les vieux immeubles parisiens, c'est que souvent, ils sont pas isolés. Et donc, si tu rajoutes de l'isolation, par exemple 14 cm de laine de verre, 1, tu perds du mètre carré, et 2, tu dois enlever les moulures.
pareil, si tu dois mettre une bonne VMC, par exemple double flux, Tout à fait. et ben forcément tu vas la faire passer par le haut. Donc tu dois faire un faux plafond avec des rails. Et donc si tu as des moulures qui sont sur le haut, ça va disparaître aussi. Comment vous adaptez avec toutes ces lois de DPE qui, comment le dire gentiment, font que changer et c'est très dur de s'adapter. T'en penses quoi de toutes ces règles et comment vous adaptez dans les rénovations? Est-ce que les architectes aussi sont à jour là-dessus? Ouais, les architectes. Alors déjà, il faut savoir qu'en effet, la loi, elle évolue tout le temps. Moi, je pense que, en tout cas, c'est ma conviction, c'est ce que je pense, c'est qu'ils n'arriveront jamais à faire en sorte qu'on puisse pas louer un appartement qui est par un plan E. Ce sera impossible. C'est pour ça qu'ils repoussent toujours la date et que ça passe pas. Ouais, Tout simplement parce que le 30%, 30 à 40% du parc immobilier français, il est en F ou en G. Donc en vrai, à partir de ce moment-là, les gens n'ont pas l'argent de pouvoir rénover et refaire tout un appartement pour que ça prenne quelques lettres et ils en auront pas dans 1 an ou dans 2 ans. Donc à part si jamais ils remettent encore des aides de l'État pour faire le truc, c'est et même crise du logement, ils construisent pas de nouveaux logements. Donc ce sera pas possible, tu vois. Et c'est là où faut pas taper sur les investisseurs et c'est pour ça que franchement, il faut qu'ils arrivent à mettre en place des choses qui aident les investisseurs. C'est parce que c'est en achetant un bien en se disant ok, je mets 40 000 euros, 50 000, 60 000 balles de travaux que tu vas pouvoir reprendre toute la réno de l'appart, redonner vie à l'appart et surtout reprendre l'isolation. Et c'est les investisseurs finalement qui achètent les apparts, qui les refont et derrière qui les mettent sur le marché impeccables, etc. Tant que c'est des propriétaires qui vont les garder et que le locatif, personne ne va le récupérer, ça passera pas top. Donc les archis connaissent toutes les normes, toutes les règles. Nous on regarde souvent en effet le DPE pour voir ce qui peut permettre de faire remonter la note. En général ça va se jouer tu vois, sur le ballon, sur le chauffage, l'isolation par les murs. Ça, on fait quand même gaffe parce que tu peux très vite rajouter des centimètres et perdre en mètres carrés. Et vu le prix du mètre carré, parfois, tu dis super cher. Exactement. Donc, tu en parlais tout à l'heure aussi, mais faire attention lors d'une visite et l'achat, c'est aussi de se dire qu'une réno, il faut faire attention, on peut perdre des mètres carrés. Donc, forcément, le bien, il peut décoter. Donc, ça, il faut faire gaffe. Mais donc, le but, c'est aussi toujours de se poser au tout début en se disant, OK, comment on peut faire gagner des lettres, comment on peut faire en sorte que les gens soient bien à l'intérieur. Et on a toutes les règles en termes d'isolation et qu'on respecte à chaque fois. Tu as parlé de la VMC, c'est ce qu'on met en général pour faire en sorte que l'aération puisse se faire dans un appartement et faire circuler l'air. Ça, c'est un gros problème dans les appartements aujourd'hui et dans les petites surfaces, c'est l'humidité. Donc, on pense toujours à ça. Et pareil, je suis désolé, mais tu fais appel à un artisan sans avoir pensé à toutes ces choses-là. L'artisan, il va au plus simple. Ça va le faire chier de mettre une VMC double flux et de commencer à essayer de rentrer à l'intérieur du mur, faire sortir, etc. Donc forcément, il te dira non, il y a circulation naturelle, il n'y a pas besoin et il te le fera pas. Et malheureusement, à la fin, dans 3 ans, l'artisan il est plus là. Et toi, tu te retrouves à avoir des taches d'humidité, de moisissure. Je l'ai eu sur mes premiers appartements. Ça m'est arrivé aussi. Et toi aussi. Surtout 2019-2020, t'avais pas encore toutes ces règles de DPE c'est et tout ça. Et là, maintenant, tous les hivers, je sais pas quoi faire. Et là, je suis en train de voir pour en réinstaller une. C'est un calvaire. Donc, vaut mieux bien s'entourer dès le début. Et après, t'es tranquille là-dessus pour pouvoir... Je reste sur le thème de l'isolation. Tout à l'heure, tu disais qu'il faisait hyper chaud à Paris. Et en effet, il fait hyper chaud. On va rentrer dans un sujet qui va être la climatisation. Donc, wow, ça fait peur. Tu passes pour un facho à dire qu'il faut de la clim. Mais c'est vrai que la climatisation, aujourd'hui, surtout quand tu es au dernier étage, t'en as besoin. C'est quoi Est-ce que c'est facile d'en installer? Est-ce qu'on vous demande régulièrement de mettre des climatisations? Je sais que la problématique souvent, c'est qu'on ne peut pas facilement mettre de climatisation à Paris parce que ça fait sortir un gros moteur sur l'extérieur. Quel conseil tu donnes aux personnes que tu accompagnes? On nous le demande très souvent. Franchement, une majeure partie du temps, les gens veulent mettre de la climatisation parce que tu vois que les températures augmentent de plus en plus. Paris, ça devient vraiment insoutenable. Genre, quand tu es sous les combles, moi je suis sous les combles, c'est un calvaire. T'arrives, c'est un four. Genre, tu peux pas dormir la nuit. Donc, malheureusement, oui, tout le monde a envie de passer par la clim. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont ultra strictes à Paris. Et c'est le plus gros problème, bien souvent, de l'extérieur. Parce que forcément, qui dit climatisation dit que tu dois mettre tout le moteur et tout ce qui est dégueulasse à l'extérieur. Et donc ça, les gens en veulent pas parce que si jamais tu l'autorises pour un appart, souvent, tu as tout l'immeuble qui est compréhensible là-dessus parce que si tu as un bel haussmannien et que tu as, je sais pas, Mitsubishi partout. Exactement, ça fait du bruit aussi. Du coup, si tu es sur une cour, en fait, les gens finalement qui veulent juste du calme, t'as un moteur qui tourne non-stop. Non. Donc, je t'avoue que malheureusement, on ne peut très rarement en mettre. Donc après, tu as d'autres systèmes qui peuvent être mis en place pour pallier ce problème-là. Tu vois, ça fait des climats ou quoi que ce soit, mais qui dépensent beaucoup, qui sont très chers à l'achat, mais qui vont dépenser énormément pour l'énergie
énergie, écologie, donc c'est pas top. Et après, ce que tout le monde a aujourd'hui, ça va être, alors déjà, ventilateur. J'ai de plus en plus de gens qui me demandent de mettre des espèces de, les hélices, tu vois, que tu vas mettre les petits ventilos au plafond. Ce que tu voyais beaucoup dans les appartements années 70 ou surtout aux États-Unis. Les saloons et tout, genre, tu sais, les vieux trucs de salon. Et franchement, aujourd'hui, t'as des gens qui font des modèles assez esthétiques, pas dégueu. Tu m'en avais envoyé un et franchement, j'étais en mode, c'est bon. Franchement, c'est pas mal, ça fait une petite lumière et derrière, t'as le truc qui tourne. Et ça, j'ai pas mal de clients qui me demandent. Et après, derrière, ça va être d'installer des clims un peu de base qui sont aujourd'hui portables. C'est les clims que les gens achètent au supermarché où tu as un petit tuyau qui sort par la fenêtre pour évacuer l'air chaud, pour faire entrer l'air froid. Donc ça, tu peux en mettre, c'est autorisé. Ça peut se déplacer avec des petites roulettes, etc. Ça coûte 400 balles, 500 balles. Mais aujourd'hui, tu en as de plus en plus qui en créent fixé au mur comme un radiateur où ça va te permettre de pouvoir le fixer. Il faut juste pouvoir réussir à faire un trou. Un carottage. Exactement. Et le carottage, pour ça, tu le demandes à l'AG. Et à partir du moment où tu mets ça à l'AG, les personnes votent, ils te disent OK, c'est bon, c'est juste un petit trou. Et là, t'en as une que tu peux avoir fixée au mur où c'est pas non plus trop dégueu. Et pour l'instant, c'est la seule solution. C'est vrai que c'est chiant parce que dès que tu passes en AG, malheureusement, c'est pas toi qui es le décisionnaire principal. Et après, avec les forts sellers qu'il y a eu, je pense qu'en termes d'argument commercial, ça ira. Mais c'est sûr que tu dois attendre l'AG qui va être on va dire en avril ou en mai. Faire les travaux. Enfin, c'est vrai que ça fait une période beaucoup plus longue, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins c'est carré. Et le jour où tu revends ton appartement, ça a bien été déclaré et t'es vraiment tranquille. Et ça va valoir de l'or. Les apparts qui ont des clims et tout, aujourd'hui, valent de l'or. Et ça changera pas parce que les toits de Paris sont en zinc. Donc ça aussi, c'est une aberration parce que tu te dis que ils ont bien, tu vois, les matériaux, ils sont, et il est classé en plus, donc tu peux rien y faire. Tu peux rien faire. Parce que c'est aussi, les touristes, ils veulent du ratatouille. Ils veulent arriver et ils veulent juste voir les beaux toits de Paris, tu vois, avec le charme parisien, etc. Et jamais, enfin, en tout cas, je vois pas, aujourd'hui, les se dire, OK, on va mettre des végétations partout et on va perdre ce charme parisien qui fait venir, tu vois, toute la population. Et c'est horrible à dire, mais c'est possible que Paris perde de son, tu vois, de sa valeur, de son charme, si jamais il n'y a plus ces toits-là. Ce qui est un peu bête parce que derrière, c'est tous les Parisiens qui vont crever de chaud sous les combles à cause de ça, tu vois. Et tous les logements en G. C'est con, mais la majeure partie, tous les étudiants, ils vivent sous les combles, dans des petites surfaces, les chambres de bonne, qui sont en G. Et je l'ai remarqué aussi, tu as beaucoup de propriétaires qui possèdent un bon parc immobilier et qui refont rien. Et ça, c'est un peu chaud. Parfois, on rénove des chambres de bonne qui, pendant 10 ans, étaient louées. Et je me dis, mais dans cet état-là, j'étais genre choqué. Je me suis dit, mais attends, il y avait quelqu'un qui habitait là-dedans, là, pendant vraiment 5 ans, 6 ans, 8 ans, dans cet état-là. Tu te dis, putain, c'est chaud. C'est badant. C'est vrai que la climatisation, ça va être un enjeu, que ça soit pour vivre. Parce que déjà, en termes de productivité, je sais pas toi, mais quand il fait chaud, je suis un légume. Hein. Ouais. Au début, ça va, une nuit, 2 nuits. Après, t'es irrité, c'est plus compliqué. Donc, pour la résidence principale, ça va être juste pour survivre. Hein. C'est même pas vivre, c'est survivre. Pour du locatif, typiquement, moi, les fortes chaleurs, ça m'a fait perdre presque 2000 € de CA parce que les personnes, il faisait trop chaud. Et je les comprends, hein, quand il fait trop chaud, même si t'as un ventilateur, ça suffit pas. C'est sûr que ça va être un enjeu aujourd'hui pour les prochaines années d'installer les pour les Airbnb, même pour Airbnb par exemple ou autre, il faut y penser. Et surtout, ça va faire monter, mine de rien, le CA si tu le mets aussi. Après, il faudra voir en fonction de comment ils l'utilisent, parce que c'est vrai que la problématique parfois des personnes, c'est qu'ils mettent la clim à fond et ils ouvrent la fenêtre, ou ils mettent le radiateur à fond et ils ouvrent la fenêtre. Enfin, après, ça va créer d'autres problématiques. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va être hyper important. Qu'est-ce que ça va être en termes d'objectifs pour les prochains mois, prochaines années pour Home Next? Continuer à faire beaucoup de prospection, je présume, travailler encore YouTube. Sur quel type de projet t'aimerais aller dans quelques années? Alors déjà, sur ce qu'on va continuer de faire, déjà moi, pour mon rôle en soi, moi, mon but en tant que CEO et tout, c'est juste de faire en sorte de maintenir une culture entreprise, que les gens soient bien à l'intérieur, que les archis continuent de travailler avec moi, de leur passer les plus beaux projets possibles. Quand tu fais culture d'entreprise d'ailleurs, parce que c'est intéressant, parce que ça peut faire un peu bullshit, tu sais, hein, quand on fait des startups, on parle de culture d'entreprise, mais souvent c'est très bullshit, tu vois, c'est des mots qu'il y a écrits à l'entrée de bureau. Comment tu fais pour créer cette culture d'entreprise? Alors moi, il n'y a aucun mot bullshit de les 3 valeurs de la boîte ou quoi que ce soit, etc. Ça se fait juste, surtout par les actes. C'est-à-dire, à chaque fois, toutes les personnes qui viennent au sein de la communauté, tu vois, et de Home Next, les architectes, les artisans, etc., en fait, doivent avoir quand même les mêmes valeurs que nous, dans le sens où, moi, je privilégie surtout, pas forcément des gens qui sont les plus compétents, mais c'est les gens qui vont avoir le plus de valeurs et de savoir-être. Parce que je savoir-être plus que le savoir-faire. Ouais.
et notamment l'empathie. Ça va être genre les archis avec lesquels je travaille, c'est celles qui ont le plus d'empathie. C'est pas forcément elles sont ultra expérimentées, elles sont très très fortes, mais l'empathie ça va être très très important parce que derrière elles vont être face à des clients. Et l'empathie c'est très dur de la reproduire quand tu l'as pas de base dans ta personnalité. Et donc finalement, quand tu as un client qui est dans la merde, qui a besoin de toi et qui te fait un peu un appel à l'aide, les meilleurs pour traiter ces moments-là, ça va être les gens qui sont empathiques de nature. Parce ce sera naturel. Il y aura vraiment une confiance qui va s'instaurer. Et c'est pas le vieux sales qui va se dire, allez, je fais comme si, j'envoie un vieux mail avec un smiley, ça va passer. Et ça va encore plus énerver le client qui est là, genre, mais non, mais mec, tu m'envoies un mail, je suis en train de te parler d'un problème qui est en train de me faire perdre 5 000 euros et tu sens que c'est faux. Et donc ça, c'est ultra important. Et donc, dès qu'elles arrivent, moi, le but, c'est de les prendre par la main, les aider, de faire en sorte de leur passer le plus beau projet. Et encore une fois, pas comme les autres cabinets d'architecture ou autres, les photos à la fin, je leur donne. Je veux que derrière, elles puissent se dire, OK, mes projets, c'est aussi les miens. On grandit tous ensemble, on se donne de la valeur. Et les artisans, c'est pareil. Les commissions, je les augmente pas. C'est les mêmes depuis maintenant 2 ans parce que j'ai pas envie de les tabasser. Faut que tout le monde s'y retrouve. Et donc, c'est en créant ce truc-là, juste par les actes, en donnant ces projets, la manière de réagir à toutes ces choses-là, que ça se fait tout seul. Et le but d'une culture d'entreprise, c'est de se dire comment, quand le fondateur il est pas là et que je suis pas derrière elle, ils savent comment tu penses comment elles réagiront, tu vois, comment elles vont réagir avec le client, est-ce qu'elles vont réagir dans le bien-être de Home Next ou est-ce qu'elles vont prêcher leur paroisse ou quoi que ce soit. Et en vrai, pour l'instant, je t'avoue que je me suis pas pris de coup de poignard dans le dos. Ça arrivera peut-être un jour. Ça peut arriver, malheureusement, dans le business, comme on disait. Mais tu vois, même si je suis pas là, je sais qu'elles vont parler en bien de la boîte et que en tout cas, tu vois, ça se passe plutôt bien. Donc moi, mon but, c'est de ça, c'est qu'on continue, même si on grandit, on grossit. Donc là, on va essayer de viser du B2B, beaucoup plus de B2B, donc ça va être des hôtels. Pourquoi du B2B ? Parce qu'en fait, ça représente une très grosse partie aussi du marché de la rénovation. C'est un marché aussi qui est totalement différent parce que tu as beaucoup de normes à respecter, notamment par exemple dans les restaurants, normes de sécurité, PMR ou autres. Et il faut des personnes qui sont différentes de la résidence principale, donc il faut une nouvelle aussi équipe. Et forcément, je ne peux pas faire de la rénovation si je ne peux pas faire ce genre de projet. C'est sûr. Et donc le but, c'est d'avoir cette corde-là. Là, on va sortir ça dans 1 mois. Et on aura une équipe dédiée au B2B pour pouvoir accompagner les gens dans leurs projets, d'ouvrir à d'autres villes. Là, j'aimerais bien faire Marseille à la rentrée, où j'ai déjà maintenant une équipe sur place, et de commencer à pouvoir s'étendre en ayant vraiment une communauté où les gens, on a vraiment un réseau d'artisans de confiance, architectes de confiance, et qu'une personne soit à Rouen, à Marseille, Bordeaux ou à Lille, elle puisse passer par ce réseau-là et avoir un projet qui est bien géré, structuré du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, augmenter le nombre de projets, le volume d'affaires. Là, normalement, on va terminer, je pense, cette année à 1,5 million de volume d'affaires. C'est énorme. Et après, derrière, de continuer à augmenter l'équipe. Mais tout ça en le faisant doucement, parce que bootstrapping, il faut le faire doucement. Doucement et sûrement, il faut rester motivé et penser long terme, mais ce qui n'est pas facile tous les jours. Exactement. Les gens l'oublient parfois. Voilà, savoir ce que c'est que 1 euro dépensé. Et ça, le bootstrapping, ce qui m'a appris le plus, c'est savoir dépenser l'argent. Et je vois beaucoup de gens qui ont eu, avec le levée de fonds, genre 1 million, 500 000, 300 000, sauf que tu n'as plus de valeur de l'argent. Et là, aller chercher un contrat, négocier un contrat, quand tu sais que tu es vraiment ric-rac, ça a été mes plus belles négos. Et c'était le moment où j'allais chercher de nouveaux clients. Donc voilà, donc c'est ce qu'on nous souhaite pour toute l'équipe et à tout le monde. Est-ce que par la suite, comment tu souhaites te développer? Parce que c'est vrai que pour scaler, parfois, je pense que le système de franchise, ça peut être pas mal. Est-ce que c'est un système auquel tu as déjà pensé? Comment tu souhaites... parce que tu ne pourras pas toujours gérer, par exemple, ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe à Rouen. Comment tu souhaites développer Home Next dans les années futures par rapport à ce système-là? Alors, c'est une très bonne question. La franchise, c'est ce qui est à le vent en poupe en ce moment parce que c'est quand même sympa. Tu fais tu crées un modèle, tu crées une structure et derrière, tu as juste à après dupliquer dans différentes villes, t'envoies et après, c'est les personnes qui gèrent à ta place. On était allé au salon de la franchise, on avait rencontré en plus Blondie et on voyait le système. Voilà, on était avec en qui j'ai fait un podcast. Qui est super, que je conseille parce qu'il était top. Qui est un pote, donc il a monté Blondie, tu vois, franchise. J'ai croisé d'autres potes qui ont monté tu vois, des burgers Colette, il en a 11. Et en vrai, Colette, je connaissais Colette, pas. Et il en a 11 maintenant et ça fonctionne super bien. Donc, énorme. La franchise, je pense que c'est pas mal parce que ça te permet aussi d'avoir de la visibilité. Et il y a un moment donné où je me suis dit, OK, les agents immobiliers aujourd'hui, il y a des agences immobilières parce que c'est à pignon sur rue, ça te permet de pouvoir direct catcher, prendre toute la demande et qui est sur le quartier, dans un marché qui est très local aussi. Mais c'est à double tranchant parce que tu peux très vite aussi te retrouver à devenir un business physique, à avoir du physique,
à avoir des bureaux, des coûts fixes qui augmentent Ça monte drastiquement. vite, Ça monte très très vite. La mobilité aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre. Exactement. Il faut réussir aussi à avoir vraiment une bonne demande qui est sur place pour pouvoir rentabiliser cet aspect-là. Et donc, tu vois, je suis encore mitigé entre ça ou derrière réussir à créer plutôt un bel outil, des beaux process, surtout avec l'IA maintenant. Je t'avoue que j'utilise énormément. Ça permet vraiment de pouvoir automatiser pas mal de choses tout en gardant de l'humain, tu vois, mais réussir à pouvoir derrière avoir quelque chose de bien fait, un bon dispatch avec les bons archis bien recrutés. Et après, il faudra aussi forcément déléguer et que l'équipe s'agrandisse. Ouais. Chaque stratégie a des avantages, des inconvénients. Il faut juste trouver le meilleur équilibre. Et encore une fois, peut-être que tu vas encore pivoter. C'est le nerf de l'entrepreneuriat. Mais le business restera toujours avec des freelances. Je t'avoue que moi, j'ai misé là-dessus. Les coûts fixes, pour moi, il faut les diminuer au maximum. Je pense que le CDI, c'est très, très bien parce que c'est encore une personne qui partage la culture de l'entreprise et il faut avoir des CDI. Mais aujourd'hui, ça coûte quand même très, très cher. Je pense qu'à l'avenir, le business va être totalement différent. Il y a de plus en plus de freelances qui se mettent sur le marché. Ça va augmenter de plus en plus. Et donc, les entreprises, je pense, auront des CDI, quelques CDI. Et après, derrière, ce sera des gens expérimentés. Et j'ai remarqué un truc, c'est que malheureusement, dans les boîtes, tu as toujours les meilleurs sales, les meilleurs CDI qui, en fait, travaillent pour les plus mauvais et les gens qui font le moins de taf. Parce qu'ils ont leur salaire, ils ont plus besoin de produire plus. Et les mecs qui sont au-dessus, ils charbonnent. Mais du coup, les moins 20%, tu vois, qui sont générés par ceux qui sont plus faibles et en bas et qui veulent plus donner, c'est les plus forts qui prennent. Et donc, malheureusement, quand tu es dans une entreprise et que tu te retrouves à avoir une grosse partie et même 20% de ton effectif où c'est des gens qui ont plus envie, qui sont là et qui te prennent juste le salaire à la fin du mois, c'est très, très dur en France de pouvoir même s'en séparer et avancer là-dessus. Et les freelances, désolé, mais c'est la productivité. Si elle veut travailler, elle veut prendre des projets, elle les prend. Si elle veut pas travailler, tu gagnes elle ce que travaille tu pas. apportes, quoi, Mais oui. tout simplement. Et je les oblige à rien. C'est soit vous prenez, vous avez envie de charbonner et de travailler, prenez. Et si vous voulez arrêter, faire une pause, faites une pause. J'ai une amie dans la restauration qui me disait que pareil, même dans la restauration, ils commencent à voir ça parce que c'est vrai, imagine, tu prends un CDI, donc les charges patronales, tout ça, les gens, ils oublient. Et là, d'un coup, congé maladie, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde. Et même, tu te trompes sur le recrutement, la personne, au bout de. Elle a son CDI, elle travaille plus, ou elle fait plus rien. Va essayer de toi, tu mets 1 an pour pouvoir, tu vois, t'en épatouiller, etc. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est de l'or. C'est des personnes qui sont à fond dans le projet, qui vont rester jusqu'au bout, qui croient en toi. Et ça, c'est le plus important. Donc, voilà. Donc, écoute, on verra comment ça va se passer. Mais je resterai sur ce modèle-là, toujours avec des freelances qui sont bien entourés, apporter de la structure, avoir plus de projets. Et après, on verra ce qui se passera. De toute façon, on va suivre l'aventure. Encore une fois, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot de la fin suite à cet épisode vraiment concentré sur les travaux et comment avoir un bon process pour éviter de se retrouver dans la merde avec un artisan qui se casse. Du coup, où nous retrouver, mot de la fin, HomeNext, donc le site homenext.co, et sinon sur Instagram, on publie pas mal de choses sur les projets, sur les réseaux. Sinon, Gilles Grapsy, moi j'ai une page aussi sur YouTube et sur Insta, donc on fait plein de contenu. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. En vrai, on donne pas mal de valeur ajoutée, des conseils pour ceux qui veulent rénover leurs apparts, leur maison ou autre. Et comme mot de la fin et comme conseil, en soi, je donnerais vraiment comme conseil pour tous ceux qui veulent monter un projet ou qui sont en train de le monter, que vraiment le plus important à avoir, c'est des clients. Aujourd'hui, on est attiré par pas mal de projets à côté de l'IA. Ça te pousse à créer des trucs, créer des process, créer des machins, créer des automatisations. Déléguer tout, mais pour aucun client. Voilà. Il faut pas oublier que ce qui compte, c'est avoir de l'argent dans l'entreprise qui rentre. Et donc, le premier conseil, c'est arrêter de faire des tâches qui génèrent 20% de chiffres et se focaliser sur les plus gros clients, ce que ça génère, et de se dire, voilà, si je lance un projet, il faut d'abord que j'aille chercher les clients et c'est eux qui vont faire le produit. Même HomeNext, tu vois, je te dis ce que je veux faire, mais c'est même pas moi qui vais le décider. Moi, c'est les clients qui choisissent. C'est eux qui m'ont donné de l'argent depuis le début. Mais oui, c'est eux, j'ai levé de l'argent auprès de mes clients et en vrai, c'est eux qui décideront. C'est eux qui me diront, on a envie de ça, le produit, c'est ça. Moi, mon temps, c'est à poser des questions et à savoir ce qui va pas. Donc voilà. Et écoute, j'espère que ça se passera bien avec toute l'équipe et je nous souhaite de réussir avec tous les archis et tous les artisans. Et trop cool. On refera un épisode dans quelques années, comme ça on verra aussi l'ascension, les pivotages, les problématiques, etc. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et encore une fois, c'est hyper important. Abonnez-vous, commentez. Encore une fois, tout ça, c'est gratuit. On apporte de la valeur. Et nous, c'est de l'investissement en temps, en énergie et aussi en argent. Donc, si vous voulez que j'invite de plus en plus des personnes pour parler d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, c'est hyper important de donner de la force. Donc, abonnez-vous, partagez-le
Et merci Gilles. Et on se dit ouais. Et dernier petit mot, Ouais. et aussi te remercier pour l'invitation, forcément, parce que c'est assez spécial. De toute façon, les gens le sauront, mais tu as fondé Homenext au tout début, donc c'est pour ça que tu es au courant de tout ce qui s'est passé, du marché et tout ce qui se passe. Et voilà, donc la boîte, elle a aussi été créée et grâce à toi. Donc voilà, et encore merci de m'avoir fait venir ici. C'est la moindre des choses. Encore une fois, quand on donne, on reçoit, et quand on reçoit, on donne. On va rester là-dessus. Ciao. Ciao.